Émission 713. Cette semaine, Spider-Man Life Story. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Spider-Man! Benoît, merci au micro. Whatever. Et cette semaine, je suis tiré de membres dont les membres, ont conclu déjà un pacte avec Mephisto. C'est juste que vous en souvenez pas. Hein? Ça faisait partie du pack, genre. Non, ben, en tout cas, je vais le présenter à l'instant. C'est quoi? Toi, tu le sais-tu, mettons? Moi, je le sais parce que c'est moi qui ai fait le pacte. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Toi, Mephisto, Nous en autres, fait. on s'en rappelle pas. C'est ça, voilà. Oui. Le premier, c'est tout le temps bon quand il faut que tu expliques, genre, la référence. ça passe super bien, genre. Ben là, Il y a tu une vas-tu nous fois- le dire? C'est une il y a une référence fois, à One genre, More que- Day, genre. Oui, ben oui. ça, Ben, j'ai on compris, sait, mais on se là. demande c'est quoi le deal. Ben là, vous allez le C'est ça. découvrir éventuellement. Je sais pas. Non, là. moi, j'ai un flashback, je viens de me rappeler. Y a-tu un wiki? Je joue un wiki A, genre de la mythose des mystérieux? Parce qu'à un moment donné, il y a tellement de terres parallèles, puis de storyline, puis de time traveler qu'on finit par perdre le fil. Là. Tu sais, là, on rajoute un autre élément de mythologie. Ça marche pas. Multiverse of Madness. Yes. Le premier a bien hâte de découvrir s'il est le clone ou l'original. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Je suis le clone, c'est clair. L'original, il a une meilleure vie, là, puis il est Ah. sur un bateau, là. T'es-tu morose aujourd'hui, Simon? Non, OK. mais selon... C'est normal, là. Moi, je suis normal, mais selon Décideret, je suis morose. Ouais, j'ai Oui. entendu cette référence-là. J'ai Ouais, trouvé ouais. que c'était facile comme référence. Je l'ai pas mal pris, je l'ai trouvé Ok. très Je drôle. me suis demandé Ouais, comment ouais. se le prix. OK. Est-ce C'est qu'on bon. peut m'updater? Je suis en retard dans mon Décideret verse. Ah, ben, ils font un camping dans le bois durant leur dernier épisode et ils font référence à Simon Chénier, mais je me souviens pas dans quel contexte. Ça devient long à expliquer, je pense. C'est ça, là. Ouais, mais Là, c'est un autre Allez wiki, l'écouter à la place. allez l'écouter, puis pour vrai, l'histoire de Sophie, tabarnak, Sophie. Ouais, Calice. c'est quelque ouais, chose. J'ai eu peur pour elle pendant qu'elle racontait cet épisode-là, son anecdote. Le deuxième, le même du Spider-Man derrière le bureau et son animal totem, Laurent Boutin. Salut, Laurent. voyez Laurent, pas que mes je savais mains, pas hein? que t'allais être là en début d'émission parce que tu travailles pas, t'es en vacances. Surprise! Mais je t'ai bien cerné, je pense. J'ai fait un Ah bon... oui. Ouais. C'est ça que je cherchais comme GIF à vous envoyer, mais il n'y a mystérieusement pas de GIF de masturbating Spider-Man parce qu'il n'y a pas de mouvement. Dans ce... Ben, c'est ça. Parce que ça gâcherait un peu. Ben, il y a moyen d'en Idée, faire je un, pense. par contre. Tu peux le faire grouiller un peu derrière le bureau, puis ça dit ce que ça a dit. Tu fais monter le bureau. Oui, ouais, c'est ça. Hein, voilà. Écoute, force proportionnelle à une araignée. Il y a bien des choses de possibles. Le dernier, j'ose même pas imaginer ce qui serait avec une symbiose. Jake Dion est avec nous. Salut, Jake. Ben, Symbiose de Venom, bien sûr, Ben référence oui, à- qu'est-ce que je ferais avec une symbiose? C'est une bonne question. Je pourrais-tu... Non, ça marcherait pas, hein. Je pourrais-tu avoir genre 4 bras pour dessiner en même temps, genre? Je pense que tu peux, mais rendu là, t'es Doc Ock. Ah ouais, ben ouais. Ouais. Puis il faut que tu penses à 4 affaires en même temps. Tu sais, j'ai 2 bras, je suis pas capable de dessiner. 2 fait que ça marche pas. Ouais, puis moi, tu sais, je pense que Venom, ça amène le worst in you, genre. Ouais. Fait que c'est Ouais. pas nécessairement tes skills de dessin qui. Non, Non, c'est... il voudrait avantagé, tous nous je pense. tuer, là. Ouais, ou genre tu serais sur une méga brosse non-stop, genre. C'est pas grave, le symbiote absorbe tout. La symbiose finirait par crisser son camp parce qu'elle est pas capable. Que ouais. C'est beau, là, ouais, moi je décrisse. Pas capable. T'es en train de m'intoxiquer avec ce gars-là. Là. La symbiose qui fusionne avec ton corps. Puis tout de suite, genre après un moment d'hésitation, fait ouais, ben finalement la piscine était frette, puis il repart, là, tu sais. C'est saucé dans Jake, puis il est parti. Oh, wow. C'est saucé dans moi. Jake. Tabarnak, hein? Ah ouais. Wow, c'est beau, Hey, ça. ben, je suis bien content de voir les gars. Ben, pas en vrai, là, on est en virtuel encore une fois là, sur Twitch, Facebook et
YouTube les lundis en direct, mais je suis bien content de le voir. Ça faisait un petit bout. Moi aussi, Puis, est-ce qu'on parle de Spider-Man? Parce qu'on l'a calé la semaine passée. Simon avait dit que le vidéo leak de la bande-annonce était sorti. On avait théorisé, et on a eu raison, que la bande-annonce, donc, en qualité optimale, allait sortir sur les médias sociaux. C'était arrivé, genre, tout de suite après le show. Ouais. Puis, écoute, je l'ai écouté en tant que geek enthousiaste et non anal au moins 25 fois depuis lundi passé. Fait que, Wow. est-ce que l'avez-vous tous écouté? Je sais pas si Jake, tu l'as vu. On n'a même pas Oui, parlé. oui, oui. Ouais. Ben, moi, j'avais Même vu moi- un leak. même moi, je l'ai vu. Même Laurent. J'avais vu un leak qui n'est pas la bande-annonce qu'on a vue. OK. Et que ensuite, un de mes amis m'a dit que le leak que moi j'avais vu, finalement, il y avait de l'air fake, mais moi je l'ai écouté comme 2-3 fois, puis oui, c'est filmé comme d'une salle de projection avec un téléphone ou whatever. Mhm. Ça avait l'air vrai en esti, là. Mais non, je sais de quel tu parles. Ouais. Puis, non, il y a C'est des fake? images qui viennent de d'autres. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui a bien fait sa job, mais Ah, ok. c'est tout à voir, Jake. Donc, Mais Simon, tu veux-tu commencer? Comment t'as trouvé ça? ouais. Parce que je sais que t'as vraiment... je pense que t'as apprécié. Là. oui, je suis viré fanboy, là. Je capotais. Je suis vraiment content de la bande-annonce. Puis, sauf que j'essaie de pas trop me lancer dans les théories, là, parce que là, il y en a qui ramènent Mephisto, là. Calmez-vous, là. Ouais. Tu sais, oui, ça ressemble à One More Day, mais c'est Légèrement. pas vraiment. Si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, c'est pas ça. Fait que je suis bien content, j'ai bien hâte de voir où ça va mener. Puis, tu sais, c'est un long teaser. Fait que je sais pas si je vais écouter les autres, mais ça va être dur de dodger ça. S'il y en a un autre qui sort, parce que c'est ça. Je suis à la même place que toi. Je pense que j'en ai vu assez, mais je suis vraiment intrigué de voir la suite. Il y a des choses là-dedans qu'on s'y attendait pas. Là. Tu sais, on peut rentrer un peu dans les détails. La Pumpkin Bomb de Green Goblin avec la voix de William Dafoe. Ça, je m'y attendais pas du tout. On savait que l'acteur original de Doc Ock allait revenir, mais mis à part ça, je pense qu'on peut s'attendre au Sinister Six dans le film. J'ai l'impression qu'ils seront tous présents. Après, est-ce que les Tobey Maguire, Andrew Garfield et Charlie Cox vont être présents en tant que Daredevil et les autres Spider-Man, on le sait pas. Mais moi, j'étais comme full excité. J'avais bien hâte. Puis tu sais, l'idée de revoir des films de Marvel en salle aussi, ça m'enthousiasme. Là. Moi, j'y crois, mais je serais pas déçu s'ils sont pas là. OK. Ça serait quand même weird, par contre, si t'as les vilains, mais t'as pas au moins un clin d'œil aux anciens acteurs qui ont joué le rôle de Spider-Man. C'est clair. Ouais. Toi, Laurent, comment t'as trouvé ça? C'était pas du Batman, déjà en partant, fait que tu l'as écouté. Oui, mais comme d'habitude, je trouve que j'en ai trop vu. Ah, oui. Ça en donne beaucoup. Ouais, c'est ça, je suis comme, gardez-moi des surprises. Moi, mon plan, c'est de bouder s'il n'y a pas Bruce Campbell en quelque part là-dedans. Fait que je m'attends à bouder, honnêtement, mais... Moi, je pense que tu as plus de chances de le voir dans Doctor Strange. Ouais, c'est vrai, mais Ça, en tant que réalisé par Mysterio, Sam Raimi. Ah, ouais. Non. Non, c'est ça que je veux. Toi, Jake? ben, moi aussi, j'étais surpris à quel point ils en ont dévoilé. Surtout, en fait, on a l'impression que l'annonce, c'est comme le premier 40 minutes du film. Là. Avec, tu sais, le développement de sa vie rendue un enfer sur Terre parce que tout le monde sait son identité. Puis là, il va voir Doctor Strange. J'étais surpris qu'il explique à ce point-là en détail, genre. Puis c'est tout le temps un peu plate des trailers de même parce que oui, c'est excitant, mais en même temps, quand tu vas écouter le film, tu peux pas t'empêcher de faire comme, bon, là, on attend d'être rendu à ce bout-là, là, fait que j'aime mieux des trailers qui suggèrent un ton plutôt que qui te résument un bout de l'histoire. Comme le Green Knight. Comme The Green Knight, oui. Qui est Ouais, la bande-annonce, c'est comme, film. qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée, mais je veux le voir. Ben oui. Ou même la bande-annonce du dernier de Batman. Oui, c'est vrai. Peut-être un ton, mais tu Mhm. sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans le film. Là. En même temps, c'est comme vous dites, on a vu le début. Après, comment le reste du film... J'ai tellement l'impression qu'on nous en donnait beaucoup du départ, tu sais, de la prémisse, tout ça, qu'après, ça va aller dans plein d'autres directions qu'on peut même pas s'imaginer. Fait que- Mais je sais pas si je vais écouter la bande-annonce. J'étais excité. Mais moi, écoute, je dois le dire, là, je dois l'avouer, je suis facilement facilement excitable par ce genre d'affaires-là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du Marvel. Tu sais, Spider-Man, il y a une espèce de sentiment de retour à la réalité aussi, puis la normalité qui s'installe. Fait que, est-ce que j'ai hâte? Puis c'est dans pas long, là, tu sais, on va avoir 3 films de Marvel d'ici décembre, puis il y en a d'autres qui vont suivre par la suite.
Il y en a un qui sort vendredi. Là. Ben oui, c'est ça, dans 4 jours. C'est débile là, de penser à ça. Allez-vous aller le voir d'ailleurs en salle? Shang-Chi, man. Ah ouais. Ouais, ça m'intéresse. Je pense que je vais y aller un matin quand il n'y a personne, puis je vais m'arranger. Fait que, ouais, ben c'est ça. Ce que je voulais dire sur Spider-Man, j'ai pas d'autres trucs. J'espère que vous avez apprécié la ride. Moi, j'aime bien que maintenant, tu peux faire facilement un nouveau cosplay de Doctor Strange. Oui. Ben, si vous l'avez vu dans l'annonce, il y a comme un genre de coat d'hiver avec des sweatpants, puis tu vas juste mettre la cape par-dessus, puis voilà. J'ai notre ami Laurent Billot, qui est notre ami français, là, qui est aussi un auditeur, me disait que ça va être le cosplay de 2021. Je comprends, là, c'est accessible, mais je sais pas si vous avez déjà été dans des congrès, là, il fait chaud. Puis, c'est pas le meilleur costume à porter, je pense, dans une salle remplie de monde. Qui veut commencer une nouvelle cette semaine? Laurent, toi qui n'étais pas prévu à l'agenda aussitôt, je vais te le donner. Vas-y donc. J'ai une petite nouvelle sur Massacre à la tronçonneuse que j'ai vu passer juste avant qu'on rentre en ligne. Ça te fait rire? Non, c'est juste le changement de ton. On parle de Spider-Man. Écoute, ça a l'air qu'il y a un nouveau film de tournée par Legendary Pictures, puis qui vient de passer un deal avec Netflix pour la sortie mondiale. C'est un film qui va être un peu comme la dernière franchise de Halloween, c'est-à-dire qu'il va se passer après le premier Texas Chainsaw Massacre, mais plusieurs années plus tard, mais comme si toutes les suites n'ont pas eu lieu. OK, ils vont faire fi de ce qui a suivi. Ouais, fait qu'il y a eu le premier film, il a existé, mais on n'a pas entendu parler de Leatherface pendant des années, puis là, on est plusieurs années plus tard avec ça. Pourquoi pas? Je suis quand même curieux. J'ai pas trouvé de date de sortie, mais le film, il avait l'air d'être tourné déjà, fait que je sais pas si ça va être pour cet Halloween, ce qui me semble quand même bientôt, pour quelque chose qui n'a pas de date d'annoncer. C'est réalisé par un gars qui s'appelle David Blue Garcia, que je ne connais pas. Il a réalisé un film qui s'appelle Tejano. Puis ça va mettre en scène, entre autres, Elsie Fisher, qui est la jeune fille awkward qu'on a pu voir dans 8th Grade de Bo Burnham. Que j'ai pas écouté encore, il paraît que c'est excellent. C'est vraiment bon, mais ça fait mal dans tes feels de secondaire. C'est un film d'horreur. Oui, vraiment. Okay. Ouais, c'est tough, là. C'est le awkwardness, c'est tough. Ça va me ramener Antoine Brossard en 95, genre, mettons. Ouais, probablement. On va attendre un peu, là, avant de l'écouter. Ton secondaire est trop frais dans ta mémoire. Hey man, c'était pas idée à quel point j'ai l'impression que le secondaire, ça fait 5 ans. T'sais, une fois sur deux, ah oui. Non, mais pour vrai, j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça, t'sais. Puis aussi un gars, j'ai oublié son nom, mais le gars qui est dans The Maze Runner, Jacob quelque chose. J'ai pas vu les Maze Runner, je sais pas s'il est bon, mais c'est ça. Je pourrais pas te dire c'est lequel. J'ai vu Maze Runner, mais je me souviens pas du nom des acteurs. Il est de couleur. Ah, je me souviens pas du film. Je l'ai vu en 2013. Bon, ouais. Ça fait longtemps. OK, voilà. Good. Simon? Je peux bien sûr vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Ben, j'espère bien. S'il y a une constance dans l'univers, c'est bien celle-là. C'est ça. C'est ça, je me disais. Ben, allons-y. D'ailleurs, cette semaine, c'est exclusivement du Vinegar Syndrome. Parce qu'il n'y a pas d'autres choses vraiment importantes qui sortent, sauf... En tout cas, je vais me rendre là, à un moment donné. Il y a le premier film, c'est Terminal Island, qui sort en Blu-ray et 4K. C'est un film de 1973, qui est un espèce de film culte sur une île terminale. Voilà. C'est quoi une île terminale? Google Translate va vous le dire. Ah, OK, bon. Carmen Sims vient d'être condamnée à mort, c'est-à-dire l'emprisonnement à vie sur Terminal Island, une île située à des kilomètres au large de la Californie continentale qui a été créée pour abriter. Excusez, c'est mal écrit mes affaires. Des meurtriers et des criminels vicieux à la suite de la surpopulation carcérale. Sans garde, sans cellules et sans loi, Terminal Island s'est transformé en une société de facto dont le chef autoproclamé, le tyrannique Bobby, c'est comme le méchant tyran
Paul. Oui. Ça marche pas. Règne d'abord avec un fer à repasser. Ben non. Là, c'est-tu Google ou c'est vraiment ça? Oui, c'est Google. OK. Avec un fer à repasser, utilisant d'autres détenus, en particulier des femmes, pour ses propres plaisirs bruteux. Bruteux, OK. Eh ben. Alors que la tension et la violence montent, Carmen trouve sa place en tant que chef improbable de la résistance souterraine de l'île, qui prévoit de renverser le règne de terreur de Bobby. Donc, c'est Carmen versus Bobby. OK. Ouais. Fait que, fait à noter, il y a Tom Selleck dans ce film-là. Oh my God. Mais je ne sais pas s'il joue Bobby, mais il est là-dedans. C'est ça. C'est pas, Ça a l'air très vintage sexy. c'est très Grindhouse. Puis, tu sais. Beaucoup de madame en petite short de jeans Ouais, sur il y a du tits l'île là-dedans. terminale. Il y a des Ouais. boots. Ça se peut. Un autre sortie et que j'ai reçu d'ailleurs cette semaine, que je vais montrer à la caméra ici, même si c'est ça. C'est un film qui s'appelle Whatever It Takes de 1998. C'est avec Don the Dragon Wilson, Fred Williamson et comment il s'appelle? Andrew Dice Clay. Voilà. Comme c'est un all-star cast. Ben, quasiment. C'est Nearly Stars cast. Donc, Google Translate me dit Neil est un agent de la DEA au bord du suicide après qu'une erreur, alors qu'il était sous couverture. Hey, OK. Je vais recommencer cette phrase-là. Je suis plus sûr. Là. Prends ton temps. Neil est un agent de la DIA au bord du suicide après qu'une erreur alors qu'il était sous couverture ait entraîné la mort accidentelle d'une jeune fille. Je pense que vous comprenez la phrase. Oui. On rappelle que c'est Google Translate. Ouais, Google Translate. Afin d'aider Neil, son partenaire Dave accepte qu'ils retournent tous les deux sous couverture dans une affaire fédérale impliquant la distribution d'un nouveau stéroïde hautement addictif qui a de graves conséquences pour ses utilisateurs. Une fois infiltré, Neil se retrouve plongé dans la culture de la musculation et tombe bientôt amoureux de son nouvel entraîneur personnel, Marla. Les enjeux augmentent à mesure que Neil s'enfonce plus profondément dans l'infiltration et vise à abattre le chef du réseau de trafic de drogue, le charismatique et impitoyable Paulie Solano. Fait que c'est ça. C'est réalisé par Art Camacho. Qui est, je pense, plus un stunt choreographer d'habitude. C'est ça. C'est un film d'action 90, tout ce qu'il y a le plus normal. Puis c'est juste que Vinegar Syndrome, là, je pense qu'ils ont un peu fait le tour. Ils grattent le fond du baril. Hein. Ben, ils ont fait le tour des films d'horreur. Fait que là, ils s'en vont dans l'action. Puis moi, je suis bien content. Et là, ma sortie préférée de la semaine. C'est un film qui s'appelle Tough Guy Don't Dance de 1987. C'est un drame, mais tu sais, les genres de drames qui sont vraiment pas bons. Ouais. OK. C'est réalisé et écrit par Norman Mailer, qui est un auteur et très problématique et... il a genre été arrêté pour avoir poignardé sa femme. Là. Disons que ça casse un party. Ça. Ouais. Là, ce film-là, il était avec Ryan O'Neal, Isabella Rossellini, Winghauser et une couple d'autres, produit par Francis Ford Coppola, mais aussi Golan et Globus, donc Canon. C'est Canon qui a sorti ça. Puis, c'est ça, c'est basé sur un livre, mais là, c'est lui-même qui a réalisé le film basé sur son livre. Et je vais vous dire le Google Translate. Après une période de 2 semaines, Tim Madden se réveille un matin dans son état d'ivresse pour découvrir que tout dans sa vie semble aller de travers. Il y a un nouveau tatouage sur son bras,
Sa voiture est couverte de sang. Sa petite amie est au lit avec le shérif de la ville. Mais le pire de tout, il a la tête coupée d'une femme dans sa réserve d'herbe. Tu mentionnes ça en premier. Là. Mais tu sais, c'était quoi le pire dans tout ça? J'ai oublié de payer mes comptes d'hydro. Sentant une configuration et ayant désespérément besoin d'effacer son nom, je pense qu'ils veulent dire une conspiration. Ouais, c'est ça. Ou quelque chose du genre. Tim entame une enquête avec l'aide de son père mourant qui commence bientôt à exposer un réseau toujours plus étrange de corruption, de cupidité, de chantage et de violence tissé dans tous les aspects de la petite communauté côtière de Provincetown. Honnêtement, là, si vous avez un drame poche à regarder, c'est celui-là. Si vous avez déjà vu l'extrait où Ryan O'Neal lit une lettre sur le bord d'une plage puis il dit « Oh God, oh man, oh God, oh man », ça vient de ce film-là. Ah, OK. C'est ça. Ben, je suis bien content. Puis là, c'est ça, l'édition, ils ont fait comme si c'était un petit paperback, un petit livre. Ouais, c'est beau, ça. Ouais, j'étais bien content que ça soit sorti. Et je mentionnerai, dernière chose, comme j'ai dit la semaine passée, j'ai parlé de la version 4K de Dune de David Lynch qui sortait. Là, elle sort, c'est ça, il y a 3 versions. Il y a une version 4K, il y a une version 4K et Blu-ray, mais qui vient dans un case solide. Okay. Et il y a juste la version Blu-ray. Donc, faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est Dune. Hein? Toi, c'est lequel que t'as commandé, Simon? J'ai pas commandé encore. Là. J'attends l'argent de mes assurances. Mais je vais sûrement pogner Dune 4K. C'est ça. Ça me surprend dans les films que tu as mentionnés, il n'y a aucun film d'horreur, puis pourtant on approche, là, on s'entend c'est encore dans 2 mois, mais d'Halloween, puis c'est un peu la période à laquelle les studios ou les maisons de prod lancent leurs films d'horreur habituellement. Fait que je sais pas si c'est juste que ça faisait pas partie des listes cette semaine. Pas cette semaine, on verra pour le mois de septembre. Moi j'ai hâte, je suis déjà dans le mood. Il y a comme, je sais pas pour les gens qui habitent à Montréal ou au Québec, là, mais il a fait un petit peu plus frais au cours du week-end. Puis j'étais ben là, moi je suis prêt pour l'Halloween. Oui, je suis prêt là, pour les feuilles, puis une quatrième il y a déjà vague. un peu des feuilles, là. Il y a plus cette semaine, puis ça a amené bien de la feuille morte au parc. Ouais. Je suis comme, ça va être ça, là. Ça va faire frouch-frouch, j'ai hâte. Ça va faire frouch-frouch, ouais. Qu'est-ce que vous allez écouter dans le mois d'octobre pour l'Halloween? Je peux déjà te confirmer que pour le Discord, on va sûrement écouter les Vendredis 13 parce que l'année passée, on a écouté, excusez mon anglicisme, un shitload de films avec la gang du Discord des Mystérieux Étonnants. Puis ça a souvent été improvisé. Il y a eu des soirées qui étaient comme planifiées le samedi, le mercredi. Mais le vendredi, on s'est retrouvé à écouter des Jason à Manhattan puis d'autres Vendredis 13. Puis c'était vraiment le fun. Donc là, on va probablement ramener les Vendredis 13 le vendredi. Le reste, il faut que je parle à Pierre-Luc, puis probablement aussi à Benji pour savoir quel film on va diffuser durant le mois. Mais c'est sûr que durant le mois complet, il va y avoir des célébrations d'Halloween, là, comme on a fait l'année passée. Fait que je peux pas dire lesquels exactement, mais Vendredi 13, c'est sûr que c'est canné le vendredi. Il va y avoir au moins un Vendredi 13, 4 fois par mois, jusqu'à la fin, jusqu'au 31 octobre. Mais vous autres, vous avez... Ouais, toi, Laurent... Je sais pas encore, j'ai pas vraiment de plan. Genre, sûrement la trilogie qui est sortie sur Netflix, là, dont tu parlais, Ben, l'autre jour. Là. Super cool, j'ai vraiment eu du fun. Comment ça s'appelle, non? Ça s'appelle Fear Street, celui de 84. Je suis comme, il me semble que c'est le genre de petit slasher qui me tombe pendant le mois d'octobre, là, mettons, mais sinon, j'ai pas beaucoup de plans à part écouter Hocus Pocus comme d'habitude. Yes. Ah oui, Hocus Pocus. Faudrait qu'on écoute Hocus Pocus. Ouais, ça, peut-être qu'on pourrait le mettre dans la liste. Mais, ouais, d'ailleurs, Fear Street, c'est un super de bon choix. C'est vraiment du young adult, mais intelligent en termes d'horreur. Okay. Ça prend pas le monde pour des cons. Puis moi, j'ai trouvé ça très divertissant. Puis les 3 sont super bons. Le 3e fait aussi... il recule dans le temps. Le premier, c'est 94. Le deuxième, c'est 78, 79. Parce qu'on développe un peu la mythologie de la ville dans laquelle ça se passe. Mais tout est lié. Puis le dernier est en 1666. Mais avec un rappel à l'âge moderne, fait que c'est comme une belle conclusion. J'ai bien aimé ça, bien apprécié. Très gore, surprenamment gore comme film, pour les gens qui l'ont pas vu encore. Je sais que Marilyn l'avait écouté avec Bastien, en tout cas le premier. Puis Bastien et Marilyn avaient apprécié leur expérience. Toi, Jake, t'avais quoi dans ta manche? Est-ce que t'avais quelque chose, à part ta belle tasse Size Matter?
Yes, I have many things. Yes. Je peux peut-être commencer par un gros morceau, en fait. Ben oui. Mais c'est surtout pour toi, Ben, que je veux en parler, car je veux parler de le film que j'attends depuis 2012. 2012. Ça fait longtemps, là. Pensez-y, là. Vous étiez où en deux... Ça fait crissement longtemps. Puis c'est qu'en 2012 était sorti le film Evangelion 3.33 qui était le 3e des Rebuild. Mm-hmm. Puis là, Hideaki Anno a fait un petit film qui s'appelle Shin Gojira. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Fait que là, il a fait ça à la place de faire le 4e et dernier chapitre d'Evangelion, qui est un espèce de remake de la série d'origine. Puis là, le monde est en tabarnak. Puis là, il dit non, mais je vais le faire. Puis là, finalement, 6 ans plus tard, il est comme ça s'en vient. Puis là, 6 ans plus tard, on est comme yes, ça va sortir l'année prochaine. Puis là, il nous restait encore 3 ans à attendre parce qu'en plus, il est sorti au début de la pandémie. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est que là, je me demandais comment j'allais faire pour écouter ça, parce que là, il y avait des versions qui étaient sorties, mais juste au Japon, puis là, je le pirate dessus, mais là, avec des fan subs, ça va être weird. Et là, la nouvelle est sortie que Amazon Prime mettait tous les 4 films sur leur service de streaming. Puis c'est ça que j'ai fait, fait que je me suis retapé les 3 premiers et j'ai fini la semaine passée avec 3.0 plus 1.0. C'est ça le titre. C'est Evangelion 3.0 plus 1.0, c'est le 4. Excusez, là, mais ça, c'est un truc là, qu'on doit... Les Japonais, au niveau des titres de leurs films, là, je ne comprends pas. Ouais. Il y a comme... Ça me fascine comment ils vont angliciser leur titre, mais ça fait pas plus de sens. Ben, le sous-titre, tu vois, c'est un bon exemple. C'est Thrice Upon a Time. Ça veut rien dire. Tu sais, c'est pas un... C'est comme All You Need Is Kill. Oui. Ou Dog Life, Dog Style. T'es comme quoi? Ouais. C'est quoi Dog Life, Dog Style? Je l'ai lu, ce manga-là, mais ça n'a pas rapport. Exact. Mais bref, c'était quand même un gros build-up et je conseille aux gens qui attendent ce film-là depuis 10 ans de faire comme moi puis de se retaper les 3 premiers avant parce que c'est quand même vraiment bien. J'ai vraiment trippé. Okay. Et évidemment, ce qui est drôle, puis c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, Ben, c'est que c'est dur d'approche. Parce que les Rebuilds, c'est un remake, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Fait que c'est plus comme une réinterprétation. Un What If ou un Elseworld ou whatever. Là. Fait que c'est comme si tu écoutes juste ça, tu vas comprendre, mais pas vraiment. Tu vas pas catcher pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est différent. Puis la série d'origine, je sais jamais si je dois la conseiller parce que moi, j'ai écouté ça dans mon adolescence avec plein de jus de cerveau qui se développent puis plein de phéromones. Fait que quand j'écoute ça, moi, je trouve ça fucking de shit. Tu sais, je trouve que c'est l'affaire la plus brillante au monde. Ouais. Mais je fais écouter ça à quelqu'un d'autre qui est comme, ben là, Jake, c'est un peu poche ton affaire. Puis là, toi, je sais que t'as commencé la série. Fait que... Moi, j'ai non seulement commencé la série Evangelion, c'est comment ils disent Evangelion Neon Genesis. Merci. Je l'ai terminé. J'ai full aimé ça, à part les 2 derniers épisodes. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis. Puis ouais, c'était pas clair. Et tabarnak, j'étais même un peu fâché dans le sens que je trouvais que c'était une série qui était réfléchie, qui prenait pas nécessairement son audience par la main, mais qui finissait toujours par récompenser les gens qui suivaient la série depuis le début. Il y a des réponses qui, au fur et à mesure, sont révélées. Puis, OK, bon, mais vers la finale, on va en apprendre parce qu'il y a plein de choses que... Puis non, je suis resté vraiment beaucoup sur ma faim. Après, tu m'as dit, laisse faire le téléfilm que suivi, là, en fait, le film que suivi, qui est un genre de Death and Rebirth, ça c'est comme juste un résumé. Une réédition, puis réécoute le 3e, qui est la vraie, avec une vraie finale, puis je suis pas rendu là encore. Puis après, mon but, c'est de passer au film de Netflix, que tu viens de mentionner, les 4. Mais pour vraiment apprécier les 4, j'ai l'impression, comme tu l'as dit, il faut que je me tape au moins l'origine, parce que sinon, je comprends pas le processus. Là, il te reste juste The End of Evangelion à écouter, puis après ça, t'es en business. C'est ça, mais j'ai bien hâte de voir d'autres avis de gens, parce que honnêtement, on parle beaucoup de Marvel, de Star Wars, de Disney. Evangelion, je connais pas grand monde qui triple là-dessus. Fait que je suis comme... je me sens comme on se sentait tous quand on était ados, puis qu'on tripait sur des trucs geeks, mais qu'on était seuls. On peut en parler, ouais, c'est ça. Je me sens exactement de même avec Eva. Je suis comme...
c'est big, là, ce qui vient de sortir là, puis c'est big ce qui se passe dans le film aussi. Moi, j'ai trouvé que la finale était brillante. Tu sais comment je me sens maintenant avec Destiny. Ben voilà, c'est ça. Parce que ouais. T'as-tu des amis pour en parler de Destiny? Oui. T'en as quand même quelques-uns qui ont écouté avec toi, là. Oui, on était 3. Ouais. Mais tu sais. Mais à quand Destiny Rebuild 2.1? C'est ça. Moi, j'ai bien hâte. Il en parle, là. Le multiverse de TVA. Là. Il y en a un en plus. Il y a des séries qui sont dans le même univers. Ouais. Fait que tout est possible. Ben oui. Laurent, get with the program. Excuse-moi, Jake. Là. Ben non. Écoutez, si vous êtes des fans de Destiny, écrivez à Simon. Si vous êtes des fans d'Evangelion, écrivez à moi. Écrivez-moi. Parce que j'ai envie de jaser de ça. Si vous êtes fan des deux, ben oui. écrivez-nous à deux en même temps. On va faire un groupe Destiny Evangelion. Ben, Christy, man, imagine les personnages de Destiny. Des liens là-dedans. Les personnages de Destiny qui contrôlent les Evangelion. Ça serait débile. Ben oui, puis Simon, c'est juste plate parce que c'est comme trop de job de demander de te retaper tout ça, évidemment. Mais c'est du kaiju. C'est des gros robots géants contre des gros monstres géants. Ben, j'ai pas vu les films, moi. Je pourrais écouter les films. J'ai vu la série. T'as écouté la série, Simon? Ouais, mais ça fait longtemps. Ok, tu l'as écouté à l'époque. Tu l'as pas écouté parce qu'elle est sur Netflix. Mais ouais, c'est ça. Non, je l'avais écouté. Je me souviens même plus comment j'avais trouvé ça. C'était mon ancien coloc qui avait ça. Puis il voulait, hey, faut t'écouter ça, c'est malade. Puis là, à un moment donné, j'ai abdiqué. Puis effectivement, c'était malade. Ouais, c'est comme la personne qui te gosse. Il faut que t'écoutes Ninja Scroll. Ouais. Ça a pas marché. Ouais. Là, tu écoutes ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas toi. Ben, c'est pas nécessairement Jake, mais c'est l'archétypal dude du début des années 2000 qui tripe sur les animés qui pognent dans le quartier chinois en bootleg. C'est quoi déjà le Vampire Hunter quelque chose là? Ben oui. Vampire Hunter D. Ça, ouais, c'est ça. Ben oui. Vampire Hunter D, on dirait un nom de rapper. C'est quoi ça? Ben oui. D, d'après toi, c'est pourquoi le D? Intriguant, n'est-ce pas? Bon. Mais pour répondre à ta question, Jake, si on revient un peu en arrière, en tant que monsieur qui l'écoute pour la première fois, la série, j'ai beaucoup aimé, à part les deux derniers épisodes, comme je l'ai mentionné. Puis je suis très curieux d'écouter la suite, puis ce qu'ils vont faire avec ça. J'ai beaucoup apprécié, et ça c'est un truc qui est fort, je trouve, dans l'animation japonaise, à quel point tout est pensé au niveau de la structure, puis le design des machines. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu as l'impression que ces choses-là peuvent exister dans la vraie vie, qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé derrière. Puis ça m'a impressionné. Tout au long de la série, la mythos, le truc, tout le côté sci-fi de la chose m'a plu. Et je me souviens qu'il y a une couple d'années, tu parlais de l'idée dans Evangelion qu'on utilise des enfants pour mener des guerres, puis je comprenais pas ce que tu voulais dire par là, j'avais pas écouté encore la série, et là je vois exactement ce que tu veux dire. C'est la fin justifie les moyens, mais ce que tu fais, c'est immoral. Tu es en train d'utiliser des enfants en termes d'armes de guerre, qui est en fait un élément qu'ils n'ont pas tant exploité dans le cadre de l'exploitation d'enfants, mais c'est pas un thème qui est récurrent. Mais ça, quand tu me l'as mentionné, puis j'ai écouté la série, que cette optique-là, puis je je comprends ce que Jake voulait dire. Puis, Non, c'est il y a beaucoup à développer là-dessus. Puis, tu sais, moi, pour vrai, j'ai une grande retenue depuis que je sais que tu t'écoutes la série. Là. Je m'en retiens beaucoup, Ben, pour pas juste comme freaker out. Garde, c'est ta fête samedi, je vais essayer d'écouter les téléfilms. Non, mais fais juste écouter The End. C'est tout ce que je te demande. J'ai écouté The End, mais après, j'ai écouté les autres. OK. Les films, c'est pas des remixes de la série? Oui, ou je me mélange avec une autre affaire? Oui, c'est ça. Ça s'appelle les Rebuilds. Il y a 4 films, dont le dernier vient de sortir. Le premier film, c'est pratiquement pareil comme la série. Fait que tu fais comme, OK, c'est comme un remake pour remettre ça au goût du jour pour les nouvelles générations, whatever. Un peu de CGI, mais pas trop. C'est bien. Le deuxième, là, il y a comme des nouveaux personnages que tu n'as jamais vus avant, puis des événements qui n'ont pas rapport. Puis là, tu fais, OK, on suit, mais là, on est d'un autre timeline. Le troisième, ça s'en va complètement ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on attendait le quatrième, genre, faire comme, man, c'est comme une nouvelle série, là. Fait que je pourrais juste regarder les films. Tu pourrais écouter les Rebuilds, ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est ça. C'est que tu comprendrais pas les nuances, mais si t'as pas rien pour le comparer, tu t'en fous, dans le fond. Ouais, puis t'auras sûrement pas autant de pen que dans la série, parce que, écoute, pen
Hey, Pen, j'aimerais c'est quoi, ça. Pen? C'est Je veux-tu vraiment ton plus de coloc Pen? est un pingouin Hein? avec un jetpack. OK, ben je vais écouter la série. à Je place. connais ton amour pour les jetpacks. Je te Laurent. dis, là, si j'en avais un, t'aurais envie de flatter mon pen. Mon pen. Il est allé là, il fallait qu'il aille là. Ben ouais, Si, il est ben tout le temps ouais. le premier Ouais, chose il qu'il était a là, fait. la porte est ouverte, grande ouverte. Si. Elle était ouverte, puis il a fait comme est-ce que je rentre dedans? Ben oui, puis il est allé de reculons, man. Il était comme regardez-moi pendant que je rentre dans la porte. Tu vas m'empêcher de rentrer dans la porte. Moonwalk. C'est ça. C'est ça, Laurent. Bon, ben c'est tout. Fait qu'allez écouter ça, puis après ça, écrivez-moi pour me dire si vous avez aimé ou non, parce que je veux en jaser avec quelqu'un. OK. Moi, j'avais une petite nouvelle de jeu vidéo d'un jeu qui m'a beaucoup intrigué, qui a été annoncé mercredi dernier dans le cadre du Gamescom 2021. C'est 2K Games qui a annoncé la sortie d'un nouveau jeu de Firaxis Games, qui est en fait les développeurs de XCOM, XCOM Unknown et XCOM Enemy Unknown et XCOM 2. Puis c'est basé sur une série de Marvel dont j'ignorais l'existence, qui date de 92. Le jeu en question s'appelle Marvel's Midnight Suns, Suns au pluriel, mais des soleils. Et la série qui a inspiré, en fait, le jeu, c'est The Rise of the Midnight Sun, SONS. Et j'ai toujours aimé dans Marvel puis dans DC le côté magique, où c'est comme toute l'histoire qui se passe en parallèle des aventures mainstream, si je peux dire. Et là, on se concentre vraiment sur un enjeu, une prémisse qui est de nature occulte, nature magique. Et autant dans la série de comics que dans le jeu, les héros de Marvel sont amenés à se battre contre l'élite, qui est la mère de tous les démons de l'univers de Marvel Comics. Même si c'est créé par les gens derrière XCOM, c'est pas du tout la même mécanique. On essaie même de s'éloigner. Ça reste un turn-based role-playing game. Pour l'instant, il n'y a pas de game footage, donc il n'y a pas d'extrait de jouabilité. Il y a juste un trailer qui est sorti demain. C'est le 1er septembre demain? Ça doit être là, genre, il va y avoir du footage qui va sortir. Après-demain, ouais. il va y avoir du footage qui va être dévoilé par la compagnie. Il y a à peu près 13 personnages qu'on peut contrôler. Là. Les principaux, c'est Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Blade et plusieurs autres. Et le joueur comme tel incarne un nouveau personnage qui a été créé en partenariat avec Firaxis et Marvel, qui s'appelle The Hunter. Et ce personnage-là fait en fait office du joueur dans le cadre de l'univers du jeu. Ça a l'air super intriguant parce qu'on modifie aussi les costumes des personnages en fonction de la prémisse qui est beaucoup liée à l'occultisme puis la magie. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais je suis vendu. Ça va sortir sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, donc c'est Steam et Epic Game Store, Xbox One et Xbox Series X en mars 2022. Donc c'est dans pas long. Et I guess pour célébrer les 2 ans de la pandémie. Mais ouais, ça a l'air d'être quelque chose. Je suis très, très, très intrigué. Puis ça fait longtemps que j'ai joué un bon jeu de Marvel. Je sais qu'on a des auditeurs qui trippent sur le jeu d'Avengers qui est sorti. C'est pas le jeu fait pour moi. Genre, j'ai pas l'impression que c'est comme les mécaniques sont faites pour moi. Mais celui-là, je suis intrigué. Puis il va y avoir de la modification de personnages. Je vais pouvoir jouer avec les stats là, classiques. Puis ouais, c'est ça. Ça s'appelle, je rappelle le titre de Marvel's Midnight Suns. Tu sais qu'est-ce que je veux le plus au monde comme un jeu vidéo de Marvel? J'aimerais ça avoir un jeu de Daredevil, mais comme dans le même système qu'ils ont fait avec Spider-Man. Là. Ce serait fou. Tu peux faire tellement de jeux inspirés du système. Ah oui, c'est ça. C'est comme, faites donc tous les jeux de Marvel sous ce système-là. Exact. Mais ouais, je suis là avec toi. Je pense. Ils ont la map. Le problème. C'est sûr que là, la compagnie derrière Insomniac sont liés à Sony, donc ils peuvent développer Spider-Man parce que Spider-Man appartient à Sony. Tout ce qui entoure l'univers étendu de Marvel devient problématique. Donc, je suis déjà surpris qu'ils ont été capables d'inclure d'autres personnages que Spider-Man dans le cadre du jeu. Mais ouais, des bons... C'est drôle, pour la quantité énorme de films de Marvel et de séries de Marvel qu'on a eu dans les dernières années, il n'y a pas eu de grands jeux extraordinaires, à part Spider-Man qui, au-delà de sa jouabilité, là, l'histoire était extraordinaire. Je pense qu'on en parlait la semaine passée avec Simon, à quel point la fin nous a touchés, à quel point c'est probablement un des meilleurs récits de Spider-Man. Je comprends pas pourquoi c'est difficile d'adapter d'autres propriétés. Je sais pas. Mais ce qui est le fun d'ailleurs avec Marvel's Midnight Sun, c'est que c'est Marvel qui a approché Firaxis Games. Donc ça vient de top-down, c'est pas le contraire. Donc, au niveau storytelling, puis en plus c'est comme une histoire que moi j'avais pas lue. Je sais pas si Simon t'avais lu ça dans le temps. Là. Ça me dit absolument rien. Mais je suis bien intrigué.
Cool. Qu'est-ce que t'avais, toi, d'autre, là, Simon, dans tes affaires? C'est Laurent. Oh, Laurent, excuse-moi, oui, Laurent, c'est vrai. On a commencé avec Laurent. Ouais, le jeu que j'aimerais qui vient de Marvel, là, ce serait... comment ça s'appelle la compagnie là, dans l'univers qui rebâtit après qu'il y a eu une bagarre? Ah, man, Damage Control. Damage Control, c'est genre un jeu de gestion de Damage Control que faut que tu rebâtisses super vite avant qu'il y ait une autre bagarre ou une autre catastrophe qui arrive. Hey, man, je jouerais tellement à ça. Plus le jeu avance, plus c'est genre, je sais pas, Galactus arrive, là, plus les monstres sont gros, puis t'es comme, Galactus arrive. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? OK. Oui, c'est vrai que ça serait Galactus arrive, mais là, c'est ça, tu serais comme, puis là, t'es comme, toi, tu te bats jamais, t'es juste comme, non, j'ai de réparer ça, non! C'est un genre de SimCity, mais avec des alertes genre « Warning, you have a Hulk ». Ouais. Lui! Hey, ça serait vraiment cool. Tu prends un... c'est quoi le jeu qui est sorti? C'est City Skyline? Qui est un peu un clone de SimCity, mais vraiment on améliore au niveau de la mécanique. Mais ben oui, avec Damage Control, ça serait parfait. Ben oui. Je dis ça, mais j'ai joué la semaine passée avec notre ami Julien Paris-Sorel. On s'est parti un parc Jurassique dans le fameux jeu dont le nom exact m'échappe, là, mais que c'est un jeu de gestion de parc Jurassique. Puis c'est pas tant fait pour moi, ces jeux-là. Comment ça? Pourtant, c'est Jurassic Park. Je sais, mais ça me stresse bien raide. Ça te stresse? Là, on se bâtissait un parc, tu sais, on est parti du début, puis là, on fait des petits bâtiments, puis là, plus ça avance, plus, tu sais, Julien est comme, check les dinosaures, comment sont bien faits, puis là, tu sais, il va checker les dinosaures, puis moi, je suis comme, on n'a pas le temps, on a tout ça à bâtir, il n'y a plus d'électricité dans ce bâtiment-là, puis là, je suis comme, overwhelmed par toutes les shit à gérer, là, puis je suis comme, pour vrai, ça me stresse trop, cette affaire-là, moi, je voudrais juste bâtir des petites affaires, il n'y a pas de marde qui pogne, tu sais, juste... Genre un Farmville Jurassic Park, là, mais pas genre... Où tout va bien, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme... Ah, mon Dieu, il y a comme tellement de menus, genre, je suis comme... Mais où est-ce qu'on apprécie le fait qu'on a des dinosaures dans tout ça? Il me semble que je vois la citation du jeu qui serait faite pour toi. Genre, c'est « La vie a trouvé son chemin. » 3 petits points. Ou pas. Puis là, c'est comme genre... tu pas grave. Pas grave. Oui, la vie a trouvé son chemin ou pas? C'est pas grave. Ouais. Moi aussi, j'ai juste besoin d'avoir des petites figurines à peinturer de façon zen. Peut-être. J'ai croisé un T-Rex à une place inusitée, c'est-à-dire dans Mario Odyssey. Et j'ai capoté ma vie. C'était incroyable. C'est tout. Comment ça? Ah oui, c'est Simon qui t'a prêté sa Switch, c'est ça? Oui, exact. Tu as envoyé ta casquette sur le T-Rex pour pouvoir le contrôler? Non! C'est ça. J'ai comme... Tu sais, c'était au début du jeu, hein, fait que j'ai comme pas pensé à ça. T'as paniqué? J'ai comme moi, c'est ça, j'ai... puis là, plus tard dans la ville, il te court après pendant que t'es en scooter. C'était insane. Pour vrai, c'était malade. Fait que là, je vais le rejouer, je vais le repasser, puis je vais devenir le T-Rex. Je vais redonner la parole à Laurent, mais juste avant, je vais faire quelque chose qui va amener controverse. Controverse qui sera peut-être... qui n'aura jamais été aussi égalée que quand... Jake s'est levé pour aller chercher son café, on se souvient dans le temps au studio Luna. Le Coffee Gate, qui fait répercussion sur notre communauté. Je vais aller à la salle de bain, ce qui arrive jamais, fait que je vais fermer mon micro. Ben oui, c'est ça. Tu peux y aller, Laurent. Tabarnouche! Ouais. Ça, c'est des munitions pour toi, Jake. Ça, c'est notre leader, tout le monde. Ça se ramène, c'est 1-1. Là, ça, là, c'est supposé être notre modèle, tout le monde. Il pourra plus jamais te le remettre d'en face, là, le Coffee Gate. Moi, là, à partir de immédiatement, là, quand j'ai envie d'aller pisser, moi, pisser. Ouais, c'est ça. Il vient de créer un précédent, là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. On a tout envie. J'ai envie d'un petit refil de café. Est-ce qu'on va tout aux toilettes en même temps? Là? Asti, il revient, puis il n'y a plus personne. On le fait-tu, les gars? C'est un peu plate pour les gens qui l'écoutent. Ouais, mais ça serait drôle qu'ils reviennent puis qu'on soit pas là. On ferme nos cams, dans le fond. Ah oui, OK, on ferme nos cams. Là, on jase, mais on ferme nos cams. Oui, c'est bon. Audacieux. OK. Fait que... moi aussi, j'ai trouvé... faut pas parler. J'ai trouvé un T-Rex à une place inusitée. Je vais vous en parler pendant que Ben n'est pas là. Ouais. C'était au petit parc qu'il y a sur la rue Rachel, au coin de Rivard, en fin de semaine. Je passais pour aller au travail, puis il y avait...
c'est les fameux sauts de T-Rex gonflables. Là. Ouais. Puis là, il y avait comme un dinosaure qui courait avec plein d'enfants qui criaient « Ah! » J'étais comme, ça, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est nice. Ça. Ouais, Ben, j'étais content. Ça a fait oui. ma journée. tout le monde, on devrait... Ça, c'est vraiment pas drôle. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse de l'édition, là. Non. Calice. Fait qu'il y a comme un vous avez silence. pas duré longtemps. Ah, Moi, je voulais, genre... je voulais faire Dieu. des bruits ambiants, genre... Ah, mon Dieu. Non, mais on parlait pendant que t'étais pas là. Ben Ah, oui, on ok, parlait, ok, c'est bon, juste quand ok. t'es revenu. Bon, ok, c'est bon. Bon, Très fait drôle, que Laurent. voulez-vous que je vous parle d'une BD? Oui! Parlant de l'Halloween, j'ai une BD de sorcière. Oh yeah! Mais c'est pas vraiment une BD d'horreur, en fait. On est des enfants. Hey, Mais vraiment, ça, c'est comme, oh, le boss est parti, on fait des mauvais. c'est vraiment ça. Bon, donc, c'est une BD, dis-je. Le boss, c'est beau. Bon, excusez, dans ce cas-ci. J'ai l'impression d'être un monsieur qui a une moustache qui est comme gérant d'un club vidéo. Hey, tu devrais. Ben là, oui, avoir une c'est moustache, la meilleure je veux dire. business dans laquelle se lancer Tu en ce devrais moment. avoir une moustache. Je m'étais arrêté à Tu ça. penses-tu? Ouais. On va faire un sondage tantôt là, en live. Là. On va demander au monde. Ouais, en ligne. écoute, écrivez à ben@commercialmystérieuxétonnant.com si vous voulez que Ben ait une moustache. J'aimerais ça. Je suis sûr que ça tirait full bien. Je sais pas. Moi, peut-être. Fait que une BD, c'est la collection Octopus. J'en ai parlé récemment. Faire un compagnon à mon nez, ça serait comme mon nez qui traîne un petit chien. Genre, un bichon. Ben comme, non, il manquerait juste des lunettes, tu sais, puis ce serait vraiment genre les lunettes, le nez, de la moustache, là. Ouais, c'est ça. Je suis un monsieur patate, mais juste de la face. C'est ça. Et voilà. Bon. Pauvre Laurent. Ouais, excuse-moi. Ça, c'est plate quand que ça arrive. Là. Oui, Tu c'est tapes plate. la nouvelle, là, les Ouais, trois ouais, autres, ouais, ils sont pas embarquent là, pas. Là. C'est ça. Et on t'écoute, Laurent. non, Vas-y. Ça va. La collection Octopus, je vous en ai parlé récemment avec une BD sur l'esprit critique et comment démonter des arguments qui... Ouais. Puis c'est une collection que j'aime bien, qui est vraiment soit vulgarisation scientifique et ou concept sociologique ou philosophique. Cette fois-ci, c'est écrit justement par une journaliste qui fait beaucoup dans la philosophie. Elle s'appelle Juliette Hiller, dessinée par Saint-Jean. C'est sur les sorcières, mais vraiment comme dans notre monde à nous. En fait, ça s'appelle Sorcières, disent-ils. Donc, on se met en scène au Moyen-Âge, au début de la chasse de sorcières, puis comment ça, c'était un procédé pour, instaurer, passer de la féodalité au capitalisme, instaurer le patriarcat et démolir toutes les femmes qui avaient un tant soit peu d'ascendant dans leur communauté, c'est-à-dire qu'elles soient juste un peu des guérisseuses qui connaissent un peu les plantes, qu'elles soient juste célibataires, qui aiment la musique, genre vraiment Exact. les raisons les plus fucking Qui aime la absurdes. musique. Ça prenait pas Ouais, grand-chose. Ça prenait vraiment pas grand-chose pour te faire accuser de Tabarnak. sorcellerie. Genre, C'est hey, t'as honnêtement- réfléchi par toi-même? Sorcière! Voyons. Oui, puis tu sais, l'affaire, c'est que tu pouvais te faire accuser par n'importe qui, puis Ouais. c'était vraiment comme un problème que tu pouvais pas régler parce qu'une fois accusé, c'est genre, on va te garrocher dans la rivière, si tu flottes, t'es une sorcière, sinon t'es morte, mais au moins t'es pas une sorcière. Fait que tu sais, Ouais. toute forme de procès est comme déjà biaisée que genre tu peux pas t'en tirer. Puis une C'est vraiment variante. terrible. Une variante de ça, c'est une certaine époque, puis il n'y a pas si longtemps que ça, là, je pense que c'est à l'époque de mes grands-parents, là, tu pouvais, en tant que mettre ta femme dans un asile psychiatrique en disant qu'elle avait des problèmes, tu sais, Ouais. qu'ils soient vrais ou pas, là, tu sais, puis ça, c'était une manière de pouvoir se divorcer de ta femme, genre, sans... puis pouvoir te remarier, parce que là, t'étais considérée folle, fait que c'était... Ah, ben, tu sais, même ça aussi, tu sais, si t'étais genre un seigneur qui avait profité d'une paysanne, tu disais, ah, c'est elle qui m'a tenté. C'est de la sorcellerie, fait que c'est jamais de ta faute non plus, tu sais. Fait que c'est vraiment toutes des choses quand même dont j'étais au courant déjà, pour en avoir lu, je veux dire, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça et tout, mais Je pensais te dire, en tant que noble. oui, en tant que En noble. tant que noble. Je sais qu'il faut que je fasse attention maintenant. Mhm. Mais, tu
sais, comme de le voir comme ça compilé dans un livre où, tu sais, ils font un peu cas de figure, chacune des personnages qu'on suit comme un cas de figure un peu type là-dedans, mais ça m'a mis en beau tabarnak de lire ça. Genre, je suis comme, câlisse que ça va. Puis, tu sais, tout ça au nom d'une bigoterie religieuse vraiment offensante, là. Ça fait cringer, mais c'est super intéressant, là. Je sais qu'il existe déjà beaucoup d'essais littéraires là-dessus, mettons, là, puis que ces temps-ci, il y a une genre de réappropriation du terme de sorcière faite par le milieu féministe et tout, mais si vous voulez une bonne synthèse de tout ça en dessin, je trouve que c'est vraiment efficace. Fait que, il y a un podcast qui s'appelle justement Le Cabaret des sorcières, qui de Judith Lucier, qui est une féministe qui est très active dans les médias. Le dessin est comment? En fait, je sais pas si tu connais le dessinateur, il s'appelle Saint-Jean et c'est comme une espèce de... Comment je dirais ça? C'est pas... c'est comme... Néo-ligne mettons. C'est pas vraiment de la ligne claire, mais c'est un peu cartoony, mais pas... mon Dieu, j'ai vraiment de la misère à le décrire. Mais c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Il avait déjà fait une petite série chez Gallimard qui s'appelait Bienvenue, qui était cool. Puis des trucs plus expérimentaux aussi là, qu'il avait fait chez des plus petits éditeurs et tout. Là, mais c'est vraiment un cool dessinateur. Il est venu une couple de fois au Québec dans des festivals aussi. Peux-tu rappeler le titre, s'il te plaît, Laurent? Ça s'appelle Sorcière, disent-ils. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. Super. Merci, Laurent. Simon. Moi aussi, je peux vous parler de bande dessinée, sauf temps. T'as repris goût à lire la bande dessinée. Là. J'ai vu que t'étais... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment retombé dedans. Je sais pas, à cette heure, j'ai une tablette, c'est comme moins compliqué. Ouais. Puis là, tu sais, je peux lire plein d'affaires que j'ai manquées facilement. Des Galactus. C'est ça, j'ai lu tout l'événement qui date de genre 2005, là, Annihilation. Tu l'as complété, tu l'as fini? Ouais, avec les tie-ins puis tout ça. Wow. C'était correct. OK. C'était pas super, mais je pense que les 2 meilleurs moments, je les ai envoyés à Laurent. C'était 2 images de Galactus qui étaient fâchés. Il était bien fâché. Mais tu sais, l'histoire était quand même intéressante, mais c'était très froid. Je carais pas vraiment pour les personnages. Puis aussi, c'est drôle de voir les membres des Guardians of the Galaxy avant le film, donc ils sont très différents. Star-Lord, il était rendu avec un œil de cyborg, puis il voulait plus se faire appeler Star-Lord, puis physiquement, il se ressemblait tellement pas. Drax est complètement différent de ce qu'on connaît maintenant, t'sais. Fait que c'était intéressant pour ça, mais c'était pas... peut-être si j'avais juste lu l'événement, peut-être j'aurais une meilleure opinion de ça, mais là, avec toutes les tie-ins, des affaires qui m'intéressaient pas tant. Il y a tout le temps trop de stock dans ces affaires-là. Surtout en 2005, là, on exagérait. Est-ce que tu l'as lu sur le Marvel Unlimited App? Oui. OK, d'accord. Oui. Okay. Oui. C'est vrai qu'on fait ça. On fait ça. Sinon, vu que, tu sais, on parle de Spider-Man Life Story, de Chip Zdarsky, je me suis dit, je vais lire sa run sur Spectacular Spider-Man. Puis c'est aussi bon que Spider-Man Life Story. Je veux pas spoiler notre opinion, puis je la connais pas pour tous les membres qui sont devant moi, mais je pense qu'on a quand même bien aimé. Là, c'est ça. Spectacular Spider-Man est super bon. C'est vraiment... Tu sens qu'il aime Spider-Man, Chip Zdarsky. Et là, c'est un événement qui... Il y a comme 4 trades, puis ça se passe sur les 4. Fait que l'histoire est en continu. Puis ça amène Spider-Man à des endroits qu'on n'a pas vu souvent. Puis le méchant principal est de Tinkerer. Ce qui est un peu étonnant parce que c'est souvent un D-lister. Mais là, il a réussi à faire ça, rendre ça intéressant. Puis il y a aussi un gros
un gros numéro où Spider-Man, qui s'appelle My Dinner with Jonah, qui est basé sur My Dinner with Andre. Mais là, c'est une longue conversation entre Spider-Man et J. Jonah Jameson qui, rendu là, ne savait pas que c'était Peter Parker, Spider-Man. Puis là, ben, il l'apprend, puis tu vois que ça change les choses et ça va dans des endroits que je ne m'attendais pas. Et contrairement à Life Story, c'est canon, right? Oui. Parfait. Oui, c'est canon. Puis aussi, oui. La fin de la run, il y a 2 numéros. En fait, il y a 3 numéros. Il y en a 2 qui parlent de Sandman. Et le premier numéro m'a fait pleurer parce que... Oh shit, OK. C'est Sandman qui sait qu'il est plus capable de se former en tant qu'être humain. Fait qu'il sait qu'il va comme mourir. Fait que là, Spider-Man l'amène à Coney Island sur la plage pour vivre ses derniers moments. Puis ça, c'était magnifique. Là, il arrive d'autres choses après, là, fait que c'est pas ça la fin. Puis le dernier numéro de sa run, et c'est comme si c'est quelqu'un qui fait un documentaire sur Spider-Man, qui prend des témoignages de gens qui l'ont rencontré. Puis il y a des choses là-dedans qui sont... En tout cas, celui-là aussi me fait pleurer. Et ce numéro-là, il a gagné le Eisner en 2019 pour le meilleur single issue. Puis c'est amplement mérité. Puis ça, c'est fucked up parce que j'en avais parlé au Mystérieux quand il était sorti ce numéro-là. Fait que ça fait comme 4 ans, peut-être 5 ans. Ouais. Ben, c'est 2018-2019. OK, ouais. Fait que moi, ça m'avait jeté sur le cul. Mais Simon, quand on s'est parlé au téléphone cette semaine, je te parlais d'un autre numéro. Puis je pensais que c'était ça. Puis finalement, quand je l'ai relu, j'ai fait « Ah, non, j'étais dans le champ. » Mais il y a un autre numéro où Spider-Man accompagne un kid à l'hôpital. Oui, ça, c'est dans Friendly Neighborhood Spider-Man que je vais lire éventuellement. Puis je me souviens plus c'est qui l'écrit par contre. Et... C'est ça, c'est pas Chip Zdarsky. Fait que je me suis comme mêlé entre ces deux affaires-là. Là. Mais le numéro de Peter Parker, Spectacular Spider-Man 310, c'est hallucinant. C'est ça. Ça a gagné un Eisner, puis pour vrai, ça le mérite. Puis c'est un single. T'es pas obligé de lire avant ou après. Non, c'est juste ça, c'est parfait. Puis là, ben, tu sais, vu que je suis dans Chip Zdarsky, ben, j'ai recommencé la run de Daredevil qu'on avait commencé au show. Là, je la continue, puis tabarnane, c'est un assez bon auteur, pour vrai. Là, ça me surprend qu'on n'a pas parlé autant dans Mystérieux Étonnant. C'est ça, c'est drôle, parce que je le connaissais plus comme dessinateur à cause de Sex Criminals. Puis là, je savais qu'il avait écrit Howard the Duck, que j'avais lu, mais j'étais pas... tout c'était correct. Mais là, ces personnages-là, Daredevil et Spider-Man, ils les écrivent tellement bien. Là, on a parlé de Daredevil de Chip Zdarsky à l'émission, puis on avait aimé ça, mais on n'était pas particulièrement impressionné. Puis je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai associé probablement à Howard the Duck, l'auteur, à une écriture qui est plus humoristique, mais il est tellement capable de faire plus que ça. Là. C'est un gars qui est funny aussi. Son Spider-Man, il est très drôle. OK. Ouais. Okay. C'est un gars qui est très drôle dans la vie, sur les réseaux sociaux. Ouais, exact. Fait que, non, allez checker. Puis tant qu'à moi, il devrait dessiner plus de ses histoires, des fois. Ouais. OK, on réserve ça pour la fin. Est-ce que c'est du foreshadowing pour tantôt? Merci, Simon. Ben, le très foreshadower, Jake, c'est à toi? Ben, moi, je vais parler d'un artiste que j'aime beaucoup également, puis celle-là est plus pour toi et Laurent. Ben, Simon, un moment donné, je pense que tu vas embarquer dans le train et tu vas capoter, mais je parle du Migno Lovers, l'univers de Hellboy. Fait que là, j'ai vu, Ben, tu t'es acheté cette semaine le Hellboy, le gros trade de Secret Histories. Ouais. Moi, je l'ai acheté il y a... ça? Ben, comment ça? Ben là, Laurent, je vais te le montrer. Attends une minute, là. C'est ça. Oui, je l'ai acheté, puis je vais prendre le temps, d'ailleurs, que Jake va chercher son gros trade pour dire que je suis allé le chercher lors du party de départ du libraire Mario chez Millennium. Il faisait 14 ans qu'il était là. Mario travaillait chez DBD sur Saint-Denis. Après, il est passé au Millennium. Puis ça m'a vraiment fait de quoi. J'avais vraiment une petite émotion. J'étais comme... C'est un gars qui nous a justement initié, en tout cas moi, je sais pas pour Jake, mais BPRD, l'univers étendu des Hellboy. Il aimait Hellboy, mais il dit, check, je pense que peut-être BPRD, c'est quelque chose que vous pourriez parler au Mystérieux Étonnant.
Puis ça fait plusieurs années de ça, puis j'ai jamais décroché. Puis le plus récent trade de Dark Horse, c'est justement celui que Jake a entre les mains. Et voilà, checkez ça. This is the thing. Puis checkez ça comment c'était épais. Je sais pas si ça paraît là, à la, ben évidemment, l'audio, non, mais c'est. En audio, ça paraît pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est un gros trade qui comprend en fait toutes les histoires qui font partie du Mignola-verse, mais qui sont pas nécessairement dans des séries en continu. Donc, pas BPRD, pas Abe Sapien. Donc, t'as 3 histoires là-dedans. La première qui est sur Rasputin, mais moi, c'est la deuxième qui m'intéressait parce que c'est juste un trade qui s'appelle Sledgehammer 44. Et allez checker sur eBay là, ce trade-là. C'est juste un trade. Là. C'est genre 134 piastres. Exactement. Il est genre 200 piastres partout, puis c'est pas trouvable. Fait que là, il est collecté là-dedans, puis je l'ai lu. Et j'ai capoté et ça m'a redonné la piqûre du Mignola-verse parce que ça faisait depuis Plague of Frogs que j'avais pas lu ça. Et juste pour, mettons qu'il y a des fans, qu'il y a des auditeurs, auditrices qui écoutent et qui trippent sur le Mignola-verse, allez checker l'épisode de bifurcation que Ben et moi on a fait ensemble sur le BPRD. Pour vrai, là, on capote, on est fébrile, puis ça paraît. Là, on a tout se parle vu par-dessus ça. l'autre. Ouais, on dit des mots en même temps, puis on trippe au bout. Fait que je voulais juste vous annoncer que ça existe, ce trade-là, de Secret Histories. Ben, j'ai hâte que tu en parles. Je pense qu'on pourrait même en parler au show, peut-être juste de Sledgehammer 44 ou whatever. C'est un self-contained story. C'est dans le Mignola-verse, mais t'es pas obligé d'avoir tout lu avant ou après ou de connaître toutes les dates puis tous les liens entre les personnages. On s'en sac un peu. Pour moi, ça fonctionne super bien. C'est évidemment écrit par notre préf John Arcudi, qui a fait beaucoup de BPRD. Ouais. Jason Latour. C'est qui ça, Jason Latour, déjà? C'est qui ça, Jason Latour? Ça vous dit quoi, ce nom-là? Oui. Donc, c'est une pièce aux échecs? Non, ça c'est... En tout cas, c'est le dessinateur de Southern Bastards. Ah, ben voilà. Mais c'est aussi un écrivain et le co-créateur de Spider-Gwen. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'est un Texan vraiment cool et badass qui dessine fucking bien. Il y a aussi, c'est illustré en partie aussi par Lawrence Campbell qui a fait un job incroyable et tout ça avec un petit nœud pour tout bien rassembler ça par Dave Stewart, qui est tout le temps top of his game. C'est un coloriste parfait pour ce genre d'univers-là. Qui a souvent fait la coloration pour les histoires de Mignola puis de BPRD, en tout cas, surtout BPRD. Ouais, exact. C'est un gars qui travaille énormément. Je sais pas comment il fait pour remplir ses journées ou s'il y a des assistants, mais il fait comme 15 numéros par mois. Là. C'est hallucinant. Mais bref, allez checker ça, puis j'espère qu'on va en reparler ensemble pour le show. Puis pour les gens à la maison qui sont très peu familiers avec l'univers de Mignola, quand on parle de Mignola, il y a plusieurs choses, mais t'as Hellboy, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est un titre qui est assez populaire, qui a été lancé dans les années 90, qui existe encore aujourd'hui. Puis autour de Hellboy, il y a un univers étendu qui comprend, entre autres choses, BPRD, qui est le Bureau of Department of Research and Defense, qui est, en fait, si vous, autour de Hellboy, si vous avez vu les films de Mignola, pas de Mignola, mais de Guillermo del Toro, il y a tout un ensemble d'agents. Ben, BPRD est centré sur ces agents-là, si vous voulez. Il y a comme une organisation qui est derrière, qui va appuyer Hellboy. Donc, vous avez Hellboy, vous avez BPRD. Et autour de ça, il y a d'innombrables histoires de récits qui ont été publiés au fil des années par des artistes, des auteurs tierces. Et ce qui est le fun de Dark Horse, c'est que depuis plusieurs années, ils vont collectionner ces histoires-là dans le cadre de gros trades, donc des gros volumes qui sont quand même très abordables. On parle d'une trentaine de dollars pour toutes ces histoires-là. Puis pour la qualité de papier, puis la job éditoriale que ça implique, c'est franchement impressionnant. Donc, si éventuellement vous avez la chance de mettre la main sur BPRD et le reste de l'univers de Mignola, on vous le conseille. Je pense que ça fait 10 ans qu'on en parle au Mystérieux. Si c'est pas 8-10 années qu'on vous parle des titres de Mignola. C'est excellent. Puis oui, je l'ai acheté, je l'ai pas lu encore,
Mais j'ai bien hâte parce que je sais que toi puis moi, on parlait de Sledgehammer 44, à quel point on voulait le lire, puis le trade comme tel était genre 139$, 140$. Je sais pas, ça n'a pas rapport au niveau du prix. C'est drôle parce que, tu sais, Laurent, je sais que t'es aussi un méga fan, puis tu m'as envoyé comme... je t'ai demandé de m'envoyer plein de playlists de lecture, comme de la musique à écouter en lisant ça. Ah oui, puis t'as comme viré Berserk, là, tu m'as envoyé comme 40 Par Jake titres. qui m'écrit, il est comme « Hey, t'es Zoli, qu'est-ce que je devrais écouter en même temps? » Puis j'étais comme « J'ai aucune idée. » Puis là, finalement, aucune idée est devenue genre ben trop d'idées. Puis j'arrêtais plus de shooter des liens de Bandcamp. Mais j'ai bien hâte qu'on en reparle de BPRD ou de, en tout cas, Sledgehammer ensemble parce que, tu sais, juste dans la bifurcation que j'ai faite avec Ben, notre conclusion à la fin, puis les deux, là, on est d'accord, on est comme BPRD, je pense que c'est dans les meilleurs BD que j'ai lus dans ma vie. Ouais, c'est dans les meilleurs univers. Puis les deux, on est comme d'accord, puis on est comme ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis il va falloir qu'on même... lise aussi The Devil You Know, qui est la conclusion de l'univers de Hellboy. Je sais pas à quel point ils vont poursuivre après, là, mais une rencontre BPRD, Hellboy et compagnie. Pour les gens qui nous écoutent live sur Facebook, Twitch et YouTube, Facebook, le lundi, vous inquiétez pas, je les vois, les conspis puis les sorciers boubou, genre je les bloque au fur et à mesure. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont très actifs aujourd'hui. D'après moi, ils ont pris leur jus d'orange ce matin. Puis ils sont pleins d'énergie. Mais je les vois au fur et à mesure, je les délite. Inquiétez-vous pas là-dessus. Voulez-vous que je parle de Star Trek? J'attends pas votre réponse parce que je vais parler de Star Trek pareil. Parce que c'est ma franchise. Moi, je vais aller me chercher un café, ce sera pas long. Ah, ben ok, vas-y donc. Ok. Il y a Simon aussi qui s'en va chercher un café. Tout le monde ferme la caméra. Laurent, bon, ok, il est revenu. LOL. Non, mais Jake est vraiment allé chercher un café, par exemple. Ça, c'est certain. Sa caméra est fermée. T'as créé un précédent. Ouais. Hey, t'as ouvert la porte. Mais bon, mais c'est ça. Hein, on est à distance, on fait ce qu'on peut. Star Trek, qui est vous le savez, une franchise importante au cinéma, à la télévision depuis les années 60. Ça a été aussi une franchise qui a été abondamment exploitée en jeux vidéo. Mais contrairement à Star Wars, il y a comme une job de curation qui a été laissé un peu à désirer. Donc, c'est pas facile d'aller rechercher des vieux jeux de Star Wars, ou de Star Trek plutôt, contrairement à Star Wars. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a, entre autres, Good Old Games, GOG sur Internet, qui a publié des éditions revampées des jeux de Star Trek au fil des dernières années. Mais même là, les technologies évoluent, les OS d'ordinateurs évoluent également. Fait qu'à un moment donné, ces jeux-là ne sont plus à jour, on ne peut plus nécessairement les faire rouler. Oui, il y a toujours des solutions tierces, mais ça implique beaucoup de manipulation. Mais là, il y a peut-être de l'espoir pour les gens qui voudraient rejouer à des vieux jeux de Star Trek du début des années 2000. Il y a une communauté en ligne qui s'appelle Gamefront. Et il y a un des membres de la communauté de Gamefront qui a remarqué que sur le client de GOG, donc l'espèce de logiciel pour télécharger, acheter des jeux sur GOG, dont la spécialité est de revamper des vieux jeux ou d'offrir des vieux jeux revampés, des pages de jeux de Star Trek avaient été mises à jour. Donc, habituellement, sur GOG, vous pouvez accéder à plein de pages de jeux, pour les télécharger, tout ça, et il y a de l'art qui accompagne ces pages-là avec une bannière. Et la bannière, si vous voulez, officielle de plein de jeux de Star Trek a été mise à jour récemment. Et la dernière fois que ce genre de bannière-là a été mis à jour, les jeux sont devenus disponibles peu de temps après. On cite entre autres comme exemple Tomb Raider. Donc, il y a plein de jeux Star Trek, si la tendance se maintient, vont être bientôt disponibles pour vous, amateurs de PC ou utilisateurs de PC, dont les excellents Star Trek Armada, qui sont comme des RTS dans l'univers de Star Wars, de Star Trek, mais aussi les Elite Force, qui sont des shooters excellents dans l'univers de Star Trek que j'ai joué à l'époque. Donc, Star Trek Elite Force 1 et 2. Il y en a plein d'autres, à peu près une dizaine de jeux de Star Trek. Donc, bientôt sur GOG, une quantité de jeux de Star Trek qui risquent de devenir disponibles pour vous autres. Et j'espère qu'ils vont être disponibles sur Mac. Ils ne sont pas souvent disponibles sur Mac, c'est très rare. Mais si vous avez un PC, d'après moi, vous n'allez pas avoir de problème pour y accéder. Ben, t'as jamais dablé dans l'univers de Mass Effect, hein? Non, je voulais acheter la collection sur PS4, puis je ne l'ai pas faite parce que la pandémie, puis je lisais, puis j'écoutais des trucs YouTube, puis je faisais d'autres choses de mon univers. Parce qu'il paraît que c'est ça. Il paraît que c'est le meilleur jeu de Star Trek qui n'est pas un jeu de Star Trek, là. OK. Ben là, regarde, je vais l'acheter demain, d'abord.
Mais jetez un coup d'œil dans pas long sur GOG, il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux Star Trek aussi, de Star Wars, puis d'autres trucs qui sont plus... que vous ne pouvez plus rouler sur vos ordis, là, mais c'est une belle offre. Il y a vraiment des beaux trucs sur GOG. C'est ça. Est-ce qu'on a fini? Faites le tour. Est-ce que vous avez des trucs qui vous restent? Simon, toi, t'avais-tu un dernier truc? Prends le temps qu'il faut, là. J'ai l'impression qu'il t'en reste, mais que tu fais non, parce qu'on va passer à la BD, mais... c'est parce que j'ai pas tant de choses à dire, mais j'ai regardé 2 films de Jackie Chan. Si tu veux le dire, c'est pour toi. Ça te tente-tu? T'es pas là pendant une couple de semaines, là. Tu dis que tu t'en allais en vacances, fait que... Vas-y donc. J'ai écouté le film Twin Dragons de 1992, réalisé par Tsui Hark et Ringo Lam. C'est un film où Jackie Chan joue 2 rôles. Donc 2 jumeaux. Fait que, tu sais, ce genre de film-là. La Van Damme, là, où est-ce que... Exact. Et là, c'est ça, il y en a un qui, évidemment... il y en a un qui c'est un pianiste. OK. Et là, il est à Hong Kong pour faire un concert. Faut pas qu'il se coince les doigts, hein, parce que Jackie Chan le fait souvent. Oui, inquiète-toi pas, il se coince les doigts. Puis l'autre, c'est celui qui a grandi un petit peu plus dans la rue et qui fait des arts martiaux. Donc, évidemment, c'est un film de Jackie Chan, donc c'est beaucoup de quiproquos et d'imbroglio. Fait que, tu sais, genre, il y a une longue scène où il faut qu'il fasse à croire à une fille qui est l'autre jumeau. Puis là, il se cache dans le bain tourbillon. Puis c'est long, mais c'est le fun. Mais tout le cabotinage vaut la peine parce que la bataille de la fin est incroyable. Okay. Puis j'ai l'impression que c'est ça que je dis à tous les maudits films de Jackie Chan, mais c'est vrai. Mais c'est ça. C'est honnête comme opinion. Ouais. Mais pour vrai, cette bataille-là dans un genre de garage avec plein d'autos, puis il se passe tellement d'affaires, c'est magnifique. Sauf le fait que je pense que le film ne sait pas comment ça marche des jumeaux parce qu'il y en a un qui bouge comme ça. Puis là, l'autre bouge comme ça, sans le savoir, tu sais. OK. Genre, il y en a un qui contrôle l'autre à distance. Comme tous les jumeaux. Comme dans E.T. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, Johan en parle souvent de ses jumeaux, tout le temps en train de faire des... C'est vrai. Mm-hmm. Aussi, j'ai écouté, je crois, peut-être son meilleur, surtout dans les années 90, c'est The Legend of Drunken Master ou Drunken Master 2, que j'hésitais à regarder parce que j'avais pas vu le premier, puis j'étais plus dans une page, je veux voir Jackie Chan dans l'époque contemporaine. Mm-hmm. Je voulais pas voir, comment dire, l'historique Jackie Chan. Ouais, c'est ça. Finalement, on s'en fout, là, c'est vraiment pas tant important. Ce film-là, il est bon du début à la fin. Même le cabotinage, il est bon. Il y a Anita Miyu qui joue sa belle-mère, qui jouait la fille dans Rumble in the Bronx, qui est très drôle tout le long du film. Ouais. Puis, l'espèce de bataille avec tous les gars avec des haches dans un bar, ça, c'est malade. Puis la bataille de la fin est encore là, incroyable, mais là, c'est à un autre niveau. Je pense que c'est sûrement un des meilleurs que j'ai regardé. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la finale? Parce que je te demandais tout le long, tu vas-tu écouter la version US ou chinoise? Laquelle t'as écouté? En fait, je pense que c'était une réédition parce que tout le film était beau, sauf la scène finale qui a été rajoutée. Où, là, à cause de l'alcool, Jackie Chan, il est plus capable de parler, puis il a les yeux, il voit rien, puis en tout cas, c'est un message pour te dire que l'alcool, c'est mal. Ouais. Mais le film finit comme ça. Sauf que j'ai écouté la version traduite en anglais, mais cette scène-là était en chinois. Puis, je sais pas, c'était correct, là, ça m'a pas dérangé. C'est comme moi, mais je suis pas capable de me battre quand je bois, c'est ça l'affaire. Ben en fait, c'est weird, puis là tu me fais douter, fait que je suis désolé pour les auditeurs, je ne sais plus, parce que moi j'ai tout le temps pensé que ça c'était la version originale. Quand il est tout fucké, puis qui est comme... Oui, c'est ça, c'est la version originale.
mais qui a été réédité avec 100. Oui. C'est juste que là, la version que j'ai, c'est une version remasterisée, mais à part cette section-là, que c'est pas la même pellicule, tu vois. Ouais. Mais il est intégré dans le film. Fait que c'est cette version-là que j'ai vue. Mais ouais. Ah, OK. Mais c'est malade. Puis moi, j'ai hâte de voir ton opinion sur Shang-Chi quand il va sortir, parce que là, t'es comme en train de devenir espèce d'expert. Wow. Ben, quand même, non, mais je suis dans ce mood-là. Je suis sûr que ça va être cette zone-là. Tu sais, j'ai juste vu une scène de bataille de Shang-Chi, j'étais comme, ben oui, c'est ça, exactement ce que je viens de voir. Là. Fait que j'étais comme content. T'sais. Il y avait des auditeurs tantôt dans le chat qui disaient que ça semblerait que les passes d'action dans Shang-Chi sont incroyables. Puis c'est comme ça qu'on le vend là, beaucoup. Là. Moi, je suis vraiment intrigué. Là. Ouais. Moi, Simon, j'ai hâte que tu sois rendu à Shanghai Noon. Je suis pas sûr que je vais aller là. Ça, c'est avec Owen Wilson. Avec Owen Wilson, au Far West. Mais c'est-tu dans celui-là qui se bat avec Donnie Yen? Oh boy. Donnie Yen serait dans Shanghai Noon. Écoute, j'ai vu ça à une époque où j'avais sûrement aucune idée qui était Donnie Yen. C'est ça. C'est ça. Je ne saurais dire. Je l'ai vu récemment avec les auditeurs sur Discord, mais je me souviens pas de Donnie Yen. Ben, il y en avait un 2, là. Ouais, c'est ça. Il y a eu un 2 de ce film-là? Ouais. Shanghai, c'était pas Shanghai Night. Ouais, genre. Shanghai Morning. Ouais, là, c'est les mêmes cowboys, mais en Angleterre, quelque chose du genre. Ah, oui, c'est ça. Ouais. OK. Non. Mais là, il m'en reste, dans ceux que j'avais choisis, il m'en reste genre 3. Project A2, Crime Story, puis Battle Creek Brawl, quelque chose du genre. C'est quel où il est un policier puis il y a de la vitre qui casse partout? Police Story 1. Ça c'est débile, man. Ouais. Le film dont tu viens de parler, c'est plus intense la finale que Police Story 1, genre. Non, mais c'est différent. Les combats sont moins spectaculaires dans Police Story 1, mais les cascades le sont plus que Drunken Master 2. Okay. C'est ça. Dernier truc à rajouter avant? Oui, Laurent, vas-y, Jake. Juste un petit shout-out, parce que j'ai pas fait le show depuis que je suis revenu, mais il y a une couple de semaines, c'était le festival de BD de Prévost. Et c'était incroyable. On était là en présentiel, un paquet d'auteurs. C'était crazy. Et je voulais faire un shout-out à tous les fans des Mystérieux qui sont venus, parce qu'il y en a eu full. Puis j'étais vraiment surpris de ça. Puis des fans qui me disaient genre, ça fait 10 ans que j'écoute le show. Là. Fait que c'était vraiment cool. Puis moi, quand vous venez me voir puis vous me dites que vous êtes un fan des Mystérieux depuis longtemps, ben c'est comme si on était déjà des chums. Fait qu'on a commencé à jaser. Puis je voulais juste dire merci. Vous reconnaissez, vous savez vous êtes qui. Merci d'être venu. Puis il y en a pas un qui a dit que j'étais le straight man aussi. Oui. Puis il a raison. Il a raison. Oui, dans le cadre du show, mais pas dans la vraie vie. Ben oui, pendant que tu vas faire ton annonce de Patreon, on va aller fumer une clope. Bon, mais tu pourrais aussi attendre parce que cet argent-là te sert quelque part, Jake. Je vais faire l'annonce de Patreon là. On ferme toutes nos caméras. Ah, s'il vous plaît. Je vous vois jamais. On fait tous des bruits de pète. Wow. OK. C'est qu'on est battu. On est battu. Réveille Karine Vamas. Quoi? C'est Karine ça ton perk maturité. Non, mais c'est parce que c'est la joke qu'on dit depuis des années, genre, c'est qu'elle est super quand t'es arrivé, c'est elle est tombée mature. Elle est tellement mature. Elle est tellement mature. C'est une blague que Simon comprend. Bon, OK. Bon, j'en étais où, là? C'est avant mon temps. Oui, ça va. Ah non. Commence pas ça. Ah non. Hey, c'est pas moi, man. Ça, c'est une porte que tu ouvres. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Tout le monde a les caméras fermées. C'est niaiseux. Je peux pas savoir c'est qui. Ça, c'est de la revanche pour toutes les fois que j'ai fermé ton micro, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça, exact. Bon. J'avais tout pensé à ça. Tout est prémédité. Bon. Je te fasse son annonce Patreon. Donnez-nous votre argent. Merci. OK. On peut se payer un café par mois. Ouais. Puis des figurines de Transformers. Non. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça nous permet de récolter de l'argent, puis pas beaucoup, juste pour faire en sorte qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Puis les Mystérieux Étonnants 4 fois par mois.
Mais au-delà de ça, il y a des shows connexes comme Noël chez Isidore, fait par Simon Chenier, puis Étienne Forêt, notre ami, et Terre Kaiju, qui, I guess, va revenir à l'automne quelque part. On n'a pas une date précise, mais on le sait que ça revient à l'automne. Là. Fait que peut-être, fin d'automne, début d'hiver, un enfant de même. C'est ça. Fait que Terre Kaiju sur les gros monstres qui se tapochent, puis Noël chez Isidore, c'est sur... le temps des fêtes, Noël. Puis c'est un excellent podcast pour vous aller écouter ça. En échange, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. Également Terre humaine chez Isidore, pardon, animé encore une fois par Simon et Étienne Forêt sur la télésérie Terre humaine. Vous avez également accès au Discord des Mystérieux Étonnants qui est actif tout au long de la semaine. Les gens partagent plein de choses là-dessus. On écoute des films ensemble. Le dimanche, c'est rendu la tradition. On écoute de la lutte. Puis c'est une assez belle soirée pour vrai. Encore hier, on en parlait avec le monde qui était là. À quel point c'est... Moi, je l'ai facile le blues du dimanche parce que le lendemain, il faut que tu ailles travailler. Puis c'est une manière de retempérer une espèce d'appréhension, anxiété existentielle. C'est vraiment le fun. C'est des belles soirées. Puis durant le mois d'octobre, quand on va avoir le mois d'octobre d'Halloween des Mystérieux, il y a plein d'activités qui vont être exclusives au Patreon des Mystérieux. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de donner pour le Patreon, vous pouvez partager, parler du show, laisser une petite critique, une petite 5 étoiles sur iTunes. On est d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook et mystérieuxétonnant.com. On va prendre une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine. C'est une bande dessinée, Spider-Man Life Story. Restez là. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet Retour de la de son semaine. Swallow. Everybody. Ah, c'est quoi ça, là? Oh, non. Là, Laurent, pour les gens qui n'écoutent pas live sur Facebook, YouTube et Twitch, a trouvé son gun à pète. Oui. Qui est un produit dérivé et je dois dire, là, des Mignons, je pense. Encore un dernier. Il est bleu, puis on dirait le gun que sur la pochette des Foo Fighters, tu sais, du premier album. Oui. Ah. Ça sonne un peu comme une tune des Foo Fighters. Oh. Non. Je dois mentionner que Jake a posé la question, non. est-ce que c'est du gaz pour vrai qui sort? Ouais. Mais Je veux que ça soit dans les archives. Ça sent le pet aussi. J'aurais beaucoup moins pesé sur la gâchette. The Color and the Shape, c'est un grand album. Bon. Okay. Merci. Tu parles de Foo Fighters? Oui. Bon. Pas aussi bon que Bush X, par exemple. C'est mon band. On va maintenant parler du sujet de la semaine. C'est Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky et Mike Bagley. Et c'est Simon qui va nous résumer la BD parce qu'il nous en a parlé la semaine dernière. Ça a l'air tellement fucking bon qu'on se dit on va en parler cette semaine. OK. C'est ça. C'est une histoire de Spider-Man qui racontée en 6 numéros où chaque numéro est une décennie. Et dans la BD, Spider-Man âge de façon normale. Donc, en 62, il s'est fait piquer par l'araignée. Et ça va jusqu'en 2019 où il est maintenant un vieux monsieur qui combat encore le crime. Mais c'est ça, c'est que ce qui est intéressant de la BD aussi, c'est que les événements marquants de la vie de Spider-Man sont intégrés à ça, mais de façon différente, vu qu'il âge différemment. Fait que c'est comme un genre de Elseworld ou un What If, mais c'est ça, qui rend un bel hommage, une lettre d'amour à Spider-Man. C'est vraiment ça. C'est vraiment une lettre d'amour à Spider-Man. Puis, on vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas écouté la bande dessinée, vous n'avez pas lu plutôt la bande dessinée, peut-être faire pause et y revenir. Parce qu'on va rentrer dans les détails de la série. J'écoute, Simon, j'aime beaucoup Spider-Man. C'est un de mes personnages préférés dans l'univers de Marvel. Je pense que c'est le personnage auquel plusieurs se rattachent, s'identifient. Le nerd de service qui fait de boulier, qui essaie de faire de son mieux. Disons que c'est des thématiques qui reviennent souvent, je pense auxquelles on peut se rattacher, même se reconnaître. Puis ça faisait longtemps que j'avais lu du Spider-Man qui m'avait touché comme ça. J'ai beaucoup aimé la run de Dan Slott, surtout la finale. Mais ça, là, c'était tellement bon et gratifiant à plein de niveaux. Ça récompense le lecteur de Marvel de longue date. Ça récompense le lecteur de Spider-Man de longue date ou qui connaît ou à tout de moins son canon. T'sais, j'ai pas lu Spider-Man des années 60 quand il était avec Gwen Stacy, mais je connais les histoires, je connais les grands moments.
Puis on fait référence à ces moments-là durant la série. Puis j'ai lu d'une traite. Moi, je l'ai lu d'un bout à l'autre, puis j'en voulais plus. Même qu'à la fin, j'aurais aimé ça que ça continue. J'aurais aimé ça qu'on nous laisse son ambiguïté pour pouvoir continuer. Qu'est-ce que tu allais dire? Il y a un annual qui est sorti cette semaine. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Un peu le même concept, mais avec J. Jonah Jameson. OK. J'en reparlerai plus à la fin. OK. Ouais, c'est un single qui est sorti. Le trade va sortir d'ici quelques semaines. Nous autres, on a lu les 6 numéros qui vont composer le trade. On va faire juste le tour. Je sais que, bon, Simon et moi, on s'est exprimé, mais vas-y donc, Laurent, toi, comment t'as trouvé ça, cette série-là? J'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'avais pas compris quand Simon en parlait la semaine dernière, c'est que c'est pas juste Spider-Man qui age normalement, mais c'est aussi l'univers. Tout l'univers. L'univers au complet. En entier. Puis je trouvais que ce bout-là, c'était super intéressant. Et les bouts, je veux dire, qui se passent vraiment dans notre univers, mais avec les super-héros qu'on connaît. Là. Toute l'histoire avec la guerre du Vietnam, je devrais-tu y aller? Je devrais pas y aller. Puis j'étais comme, mais ça, j'ai jamais lu un comics de Marvel qui s'approche de la guerre du Vietnam, tu sais, comme si ça n'existait pas, genre. Je suis comme, of course que, tu sais, Captain America, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il va se poser la question. C'est un soldat, tu sais. J'aime vraiment la take que ça prend avec tout ça. Je trouve ça... J'ai vraiment trippé, pour vrai. C'était vraiment cool. Mon seul bémol, c'est que j'aurais aimé ça que ça soit pas dessiné par Mark Bagley. Mais je sais que c'est une hot take, mais je l'aime pas, Mark Bagley. Je trouve qu'il était pas si pire cette fois-là. Genre, d'habitude, je trouve ça genre laid. OK. Vraiment laid. C'est honnête, ouais. Ouais, puis là, je le trouvais correct, mettons. Mike il m'a pas Bagley, dérangé, mais j'ai pas trippé non plus. qui est un auteur de longue date, un dessinateur de longue date de C'est Spider-Man. ça, je comprends aussi que ça fit que ça soit lui qui le fasse parce qu'il y a vraiment un historique avec la Clone Saga, les entre personnages, choses, tu sais, la Clone Saga, Ultimate Spider-Man et tout, tu sais, je veux dire, ça fit que ça soit lui, mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas un attachement au dessin de ce gars-là, tu sais. Okay. Mais il m'a pas dérangé comme il m'a dérangé sur Ultimate Spider-Man, mettons. Il me semble qu'à chaque numéro, dans le temps, j'étais comme « Et que cette anatomie-là m'offense les yeux, genre. » Et là, c'est pas arrivé. Ouais. Toi, Jake, t'en es où par rapport à la bande dessinée? Parce que je pense que c'est la description de Simon ou je pense que c'est moi qu'on a fait de la série ou qui t'a charmé. C'est ça qui t'a donné le goût de venir en parler avec nous autres. Là. Ouais, exact. Ben, moi, ça faisait longtemps que c'était sur mon radar, mais j'attendais l'opportunité de le lire. Puis là, ça s'est présenté. J'ai vraiment trippé. Je trouve que Chip Zdarsky, il a fait de quoi de brillant. Ce qui m'a le plus fait halluciner de son scénario, c'est que les éléments les plus faibles dans la vraie continuité de Spider-Man, je trouve que c'est ça qui a adapté le mieux. Donc, comme la Clone Saga, comment que c'est adapté, j'ai trouvé ça brillant, c'est pognant, ça marche. Puis, c'est un peu l'inverse aussi. Les éléments que moi, j'aime le plus de, mettons, la timeline normale, c'est peut-être ici que c'est traité un petit peu bizarre, je pense, entre autres, au symbiote de Venom. C'est correct, mais c'est pas super tête. Malgré ça, j'ai adoré quand même. Mais je suis d'accord avec Laurent. Je trouve que Mark Bagley, c'était malheureusement pas la personne pour illustrer ça. Puis je sais pas si vous vous rappelez, les gars, quand on avait parlé de Batwoman, ça fait très longtemps, mais c'était illustré par comment il s'appelle? G.H. Williams. The Third, ouais. Ouais. Dans cette BD-là, il y avait une timeline aussi, tu sais, qu'on reculait dans le temps et qu'on... Bon, bref, il y avait comme 3 timelines différentes et le dessin était adapté en fonction de la timeline. Donc, quand ça se passait dans les années 80, il s'inspirait beaucoup de l'art de David Mazzucchelli qui a fait Batman Year One. Après ça, dans les années 90, il allait plus s'inspirer de quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, dans les années 2000, ben là, c'était son propre style à lui qui est comme plus surréaliste, mais très réaliste en même temps. J'aurais aimé ça que le dessin reflète la poésie de l'écriture, la poésie du concept. Ici, j'avais l'impression d'un esti de bon film avec des super bons acteurs, mais genre une direction photo qui date un peu ou qui... Mais c'est parce que Mark Bagley a connu ces années-là aussi. On parle des années 80-90. Toutes ces décennies-là, il y a une partie qui les a connues. Là, donc, puis il a toujours dessiné, entre guillemets, radiophonique de la même manière, dans le sens qu'il peut pas
il peut pas se dire comment je dessinais en 80, genre 90. Il a tout le temps dessiné de cette façon-là. C'est pour ça que j'aurais aimé voir, puis je sais que c'est énormément de travail puis ça aurait pas été possible, là, mais j'aurais aimé voir Chip Zdarsky l'illustrer. Okay. Parce que Chip Zdarsky a un côté graphiste que je pense qui est un petit peu plus poussé que Bagley. Que Bagley, c'est un terme un peu péjoratif, là, mais c'est ça qui est quand même, c'est un jobber. Il fait un job. Mm-hmm. Puis son style depuis 92, il est pareil, puis il a pas bougé, puis sa pose de punch, c'est la même pose. Puis c'est pas quelqu'un qui est ultra doué en design non plus. Chaque fois qu'il y a des nouveaux technologique, il rush un peu. À chaque fois qu'il y a des nouveaux designs, là, on s'entend qu'on se laisse charmer par le concept de l'idée plutôt que par ce que tu vois, parce que c'est pas super beau, tu sais. Mais comment on revisite beaucoup des costumes qui ont été établis dans la continuité normale de Spider-Man, la vraie continuité qu'on a vue ou qu'on a entrevue au cours des décennies. Les concepts sont déjà créés pour lui. T'sais. Il suffit de les réadapter à son style. De temps en temps, il s'éloigne, surtout vers le dernier modèle, j'ai jamais vu ça. Là. Mais il y a des costumes qui ont vu le jour. Fait que là-dessus, il s'évite une job de design, puis c'est bien correct parce que c'est ça le but, c'est puiser dans la mythologie étendue de Spider-Man. Puis s'il n'y a pas un personnage ou un super-héros qui a changé autant de costumes au cours des décennies que Spider-Man, je sais pas lequel. Je pense que c'est celui qui s'est arrivé le plus souvent. Là. Ça fait un peu partie même de sa gimmick. Mais la question que j'avais pour vous autres, c'est si on connaît pas moindrement la mythologie de Spider-Man, si on connaît pas autant les décennies qui ont suivi, puis l'interprétation, puis les grands canons du personnage, est-ce qu'on est capable, pensez-vous, d'apprécier quand même Life Story, ou Life Story est en fait une récompense pour les gens qui suivent le personnage depuis longtemps? Je pose la question. Je pense que c'est plus une récompense parce que je pensais à ça, puis quand je l'ai relu, puis je me suis dit, il y a trop d'éléments qui arrivent random ou qui sont juste mentionnés qu'en tant que lecteur de Spider-Man, tu sais de quoi il parle. Mais si tu n'es pas au courant, Kraven the Hunter, tu connais pas tout le mythos qu'il y a alentour de Kraven the Last Hunt. Puis fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment pour les fans de Spider-Man. Plus, je conseillerais pas ça à quelqu'un. Hey, j'ai le goût de lire du Spider-Man. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je commencerai pas par ça. Mais je dirais, sauf qu'à un moment donné, un jour, tu vas lire ça, puis tu vas avoir des émotions. Ouais, ça fait du sens. Mais, ouais, c'est ça, parce que c'est tellement des comment dire, il y a des caméos de personnages, il y a des petits hints sur des trucs qui se sont passés, qui sont pas montrés dans la BD, mais qui arrivent entre, puis tu le sais parce que tu connais l'univers de Marvel. Ouais. Mais si tu le connais pas, ça t'auras pas le même impact. La BD n'a pas le même impact. Comme le professeur qui finit par cloner Gwen Stacy, qui est un personnage important, qui devient le Jackal dans les comics. Un petit rôle dans la série Mais ça, c'est un truc qui m'a impressionné, je dois dire, là, puis je vais le mentionner avant de l'oublier. C'est que malgré le fait que, oui, ça fait référence à beaucoup de choses, ça va puiser dans beaucoup de paniers, dans beaucoup de mythologie, j'ai pas senti que la BD était rushée ou précipitée. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus que ça. J'ai trouvé qu'au contraire, ça respirait plutôt bien. Fait que, dans ce qui a vraiment bien choisi ce qu'elle allait mettre de l'avant, puis probablement qu'en tant que fan de Spider-Man, puis en tant qu'auteur qui a traité Marvel pendant longtemps, il connaît assez la mythologie de l'univers pour pouvoir choisir ce qu'elle allait mettre. T'sais, Civil War a un impact dans la série de 6 numéros, mais Civil War, ça a beau dater de 2006. Pour nous autres qui lisaient de la bande dessinée à l'époque, c'est encore, je pense, parce que je parle peut-être pour vous autres, corrigez-moi si je me trompe, mais ça a laissé une marque importante. Ça a été un événement important. C'était fucking huge à l'époque. T'sais. Fait que c'est normal qu'étant un auteur de cette génération-là, il fasse référence. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas précipité, puis j'étais surpris à quel point ça respirait bien. Puis c'est le fun aussi. Tu sais, c'est pas juste Spider-Man qui vit, comme Laurent il a dit, c'est tout l'univers. Puis, tu sais, là, le fait que ce qui s'est passé au Vietnam avec Tony Stark puis Captain America a des répercussions à la fin de la BD. Tu sais, tout est comme bien enchaîné pour que il y a pas vraiment de comment dire d'histoire qui finisse pas là. Ouais. Tout est pas de loose ends. Ouais, c'est ça.
Puis ce qui est le fun aussi, c'est les ellipses entre les décennies. Ouais. Tu sais, tu finis un numéro, puis là, t'es comme, OK, là, on est rendu dans les années 90, puis tu sais, t'as l'impression qu'il y a des années qui se sont passées, mais on t'explique pas tout, mais c'est comme catch-up. C'est à ton tour de travailler. Puis moi, j'ai trouvé que le rythme était super bon tout le long, mais c'est vrai, qu'en y repensant, je suis comme, mettons, quelqu'un qui connaît pas les derniers événements. Tu sais, à la fin, avec Miles Morales, puis Doc Ock, hey, si tu connais pas ça, ça a l'air sorti de nulle part, puis c'est comme, voyons, de quoi vous parlez, gang? Même quand tu le sais, je trouve que c'est un petit peu poussé. C'est le seul chapitre que je trouve qu'il y a de l'air un petit peu garoché, genre, on dirait qu'il en a trop à dire en peu de temps, là. Mais tout le reste, je veux dire, les années 60, 70, 80, 90, là, je trouvais que c'était vraiment maîtrisé là, dans le rythme, puis dans l'émotion aussi, parce que même si, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas trippé sur le dessinateur, il y a des beats émotifs qui fonctionnent super bien. Mon préféré qui m'a marqué, c'est les funérailles de J. Jonah Jameson, qu'on ne voit pas, mais c'est que sa fille ou son fils, en tout cas, un de ses 2 enfants, il dit, non, mais tu nous prends-tu pour des caves? On le savait, quand t'es allé aux funérailles à New York, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on voit juste une case de Peter Parker en civil, mais avec le masque de Scarlet Spider, qui tient les ruines, mais qui fait aussi un callback à la fameuse pose de Spider-Man qui est en dessous des débris, qui repousse. Mais au 11 septembre. Mais, c'est ça, mais aussi au numéro de Spider-Man du 11 septembre. Voilà. Qui était big, là aussi. Puis ça, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que, tu sais, mettons, je veux pas nommer d'exemple, mais des fois, il y a des shows ou des BD que c'est trop wink-wink, là. C'est trop genre, hey, tu te rappelles-tu de ça? Tu te rappelles-tu de ça? Mais ici, je trouvais que c'était tellement bien intégré qu'à chaque fois qu'il y en avait un callback à, mettons, l'origine ou à whatever, je trouvais que c'était super bien fait, dont les dernières planches. C'est le danger de jouer le jeu de la référence. T'sais. Surtout en comic book, c'est que soit tu fais la référence juste pour la référence, puis n'importe quelle franchise établie de longue date a ce problème-là. Que ce soit Star Wars, Star Trek, les comic books, ils ont toutes ces problématiques-là. Fait que trouver la zone où tu peux faire référence à ce que les auteurs, ou plutôt les lecteurs connaissent, puis que ça soit de bon goût, c'est pas facile. Surtout sur une série qui est basée sur cette prémisse-là. On s'attend que pendant 6 numéros qui font référence à des décennies, il va avoir des Easter eggs, il va avoir des trucs qui sont pointés du doigt qui appartiennent à la longue historique, le long historique de ce personnage-là. Puis moi, j'ai jamais senti que c'était vraiment forcé. Mais comme tu l'as dit, Jake, par contre, en y repensant, je trouve que la dernière histoire est pour moi la plus précipitée. J'avais même la misère à comprendre les enjeux. C'est quoi la mission? Il y a quoi? Il y a l'affaire avec Dr. Doom, dans l'espace. Puis, tu sais, on fait référence à Superior Spider-Man, que moi, j'ai bien aimé à l'époque en bande dessinée, qui fait partie de la run de Dan Slott. Mais comment lui, Spider-Man, devine que Miles Morales est habité par l'esprit de Doc Ock, je trouve ça un petit peu facile. Fait que, là, j'ai senti le fanservice, quand je l'ai senti très peu dans le reste de l'histoire. Puis ça m'a même... C'est là que ça me déçoit un peu, je pense, parce que tu t'attends à ce que cette épopée-là finisse avec une fin. Tu t'attends que le personnage meure, et je ne voulais pas que ça y arrive. Je voulais qu'on reste sur une fin ouverte qui offre une possibilité de continuité éventuellement. Quitte à ce que ce gars-là soit dans le rôle d'un mentor, que Peter Parker soit dans le rôle d'un mentor. Mais on dirait que tu n'avais pas le choix de faire finir ça avec la mort du personnage principal. Ça me déçoit un petit peu. Moi, je pense que j'ai aimé que ça finisse comme ça. Okay. Je pense qu'il faut... tu sais, c'est rare qu'on voit en BD, c'est rare qu'on va voir une mort d'un personnage. Tu sais, on en voit beaucoup parce qu'on sait qu'ils vont revenir, mais une fin de personnage, tu sais, une fin de run, il y a juste ça souvent dans les BD indépendantes. Comme Spider-Man, on la verra jamais la vraie fin, là, parce que la Terre va exploser avant ou on va mourir avant. On va mourir avant, oui. Mais là, tu sais, quand on offre des affaires, tu sais, je pense qu'il y avait eu une BD qui s'appelait Spider-Man The End aussi. Puis, il y avait une hypothétique dans la run de Straczynski où il se faisait comme descendre par plein de policiers ou je sais pas trop. Là. Mais j'ai tout le temps aimé ces moments-là dans des BD où on voit le futur et on voit une fin. Puis comment cette fin-là a des répercussions. Tu sais. C'est un bon point, oui.
Puis là, on a vraiment la fin de ce Spider-Man. C'est ça. Puis, tu sais, l'histoire de son rêve, c'est super beau, là. Tu sais, c'est que dans le fond, tu sais, c'est puissant, ça, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que Peter Parker veut depuis qu'il est Spider-Man, tu sais. Puis c'est de sauver son oncle, tu sais. C'est juste ça qu'il veut. Puis, vu que c'est impossible, ben, il essaie de compenser en sauvant tout le monde, tu sais. Mais puis ça, c'est juste qu'à ses dépens parce que sa vie, c'est un chaos. Puis ça et tout, c'est le fun, genre, tu sais, comme dans la dernière partie, il y a un point positif où il se compare à la nouvelle génération, aux kids, puis ils ont tellement catché d'affaires que moi, j'avais pas catché, là. Ils ont le shit together, tu sais, c'est des leaders, ils doutent pas, puis tu sais, ça fait du bien, cette espèce d'introspection-là, puis de comprendre, tu sais, ah oui, c'est vrai, c'est aussi simple que ça, il veut sauver son oncle depuis le début, puis il peut pas, tu sais. Ce qui est surprenant aussi, c'est à quel point il fait des références à des vieilles décennies des années 60, des années 80, des années 70, tout ça, mais qu'il puise dans des choses qui sont relativement actuelles. Quand il parle de Parker's Industries, ça fait partie de la run de Dan Slott, c'est relativement récent. Fait que c'est pas juste une glorification des années 60, 70, 80. Il y a, oui, c'est là, puis ça fera toujours partie de l'origine de Spider-Man. Puis, tu sais, la preuve, c'est que de temps en temps, il y a une série qui va sortir. Hey, ça se passe dans les années 60. Puis c'est correct, c'est les années de Peter au secondaire en tant que Spider-Man. Et ça fait partie de cette série-là aussi. Mais on fait référence à des choses qui sont beaucoup plus actuelles. Puis le mélange des deux est surprenamment uniforme. Ça se passe bien. Fait que, c'est... Mais c'est ça, il y a quand même une couple d'affaires qui m'ont gossé, puis c'est peut-être justement parce que je suis pas un lecteur régulier de Spider-Man. Si j'avais lu toutes ces runs-là, peut-être que je ferais comme bien placé, mais justement, il y a des références à la run de Straczynski avec l'espèce de Spider-God. Marlum. Si tu connais pas ça, là, ça a l'air tellement... Puis là, il parle d'Ézéchiel qui a dit des affaires. Puis là, c'est comme... Mais c'est surtout ça avance à rien. C'est comme c'est juste du name dropping parce que techniquement... Je pense que le but, c'était plus de montrer que sa famille aussi, maintenant, est importante dans le mythos de Spider-Man. Je veux dire, ses deux enfants, surtout, je pense, sa fille, qui a des pouvoirs. C'est ça que Morlum recherchait dans le peu de pages qu'on a là-dessus. Puis peut-être que ça, il peut exploiter ça à un moment donné. Il peut faire une suite avec ça ou peu importe. Ça ouvre le fanfiction ou tout ça, mais c'est sûr que dans l'histoire en tant que telle, j'avoue que c'est comme juste là. Ouais, ça c'est un élément... J'avoue que c'était le bout où j'étais comme... Ah ouais, ils ont ramené... Tu sais, je suis comme... Ah ouais, Craven's Lasso, OK, des moments classiques. Mais Morlum, c'est pas c'est qui. Ce gars-là. Mais non, mais je l'ai lu, là, à l'époque, là, mais j'étais comme... Ah ouais, Is that a thing, genre? C'était intense. Moi, je me souviens d'avoir trippé dans le temps. C'est malade, là. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est vraiment une récompense pour les gens qui ont lu Straczynski au début des années 2000, il y a 15 ans de ça, là. Fait d'où la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que c'est juste destiné au monde de longue date qui tripe sur Spider-Man ou c'est pas la BD que je donnerais à un nouveau lecteur qui serait intéressé parce qu'il y a trop d'éléments qui manquent pour comprendre et apprécier. Il y a un cadeau de fans pour les fans. Ouais, c'est ça. C'est un projet de fan. C'est un fan film de Spider-Man. Mais il a fait de quoi de similaire. C'est pas exactement pareil, mais c'est similaire dans sa run de Spectacular Spider-Man où Spider-Man, avec sa sœur et J. Jonah Jameson, utilise la machine à voyager dans le temps de Doom pour... tu sais, c'est un peu le même principe qu'il y avait eu dans Age of Ultron de Bendis. Il faut que tu ailles implanter quelque chose pour que dans le futur, il se passe des affaires, en tout cas. Là, il retourne, puis il se voit à lui quand il a genre 16 ans, puis quand il commence à être Spider-Man. Puis là, il dit, vu qu'il s'est fait dire par Doom, tu peux pas vraiment affecter le passé, parce qu'en tout cas... Spider-Man fait juste dire tout qu'est-ce qui va y arriver. Puis là, à un moment donné, il parle pas directement à Spider-Man à sa version jeune à lui. Il parle comme à d'autres mondes, mais il dit, tu sais, moi, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est vraiment de la merde, là, tu sais, tous les gens qui sont morts, puis tout. Puis le jeune entend ça, fait que là, il décide de plus être Spider-Man. Puis là, quand il retourne dans le présent, mais là, c'est une version altérée du monde. Puis là, c'est dans un monde où Spider-Man n'a pas existé.
Puis là, Peter Parker, il est encore un genre de gars de compagnie. Il a sa compagnie, tu sais. Mais il n'a jamais été Spider-Man là-dedans. Puis tu vois que c'est comme des trucs qui l'auteur se pose comme question, tu sais, à propos de Spider-Man. Comment les décisions de Spider-Man affectent tout l'univers de Marvel. Puis, je sais pas, j'ai capoté sur cette affaire-là aussi. Là. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est son spectaculaire de Chip Zdarsky aussi. Oui, c'est ça. Genre 2017-2018. Ça, c'est canon, contrairement à... Ouais, c'est canon. OK. Puis, oui, je voulais vous parler du Annual de J. Jonah Jameson. Ouais, qui traite l'histoire que Chip Zdarsky voulait mettre, mais que finalement, il n'a pas écrite à l'époque du trade. C'est ce qu'un fan m'a dit sur le show de la semaine passée. Mais c'est ça, c'est que là c'est le même concept, mais pour J. Jonah Jameson, mais en un numéro. Puis c'est parce que J. Jonah Jameson, il se fait arrêter au début à cause qu'il a fait les Spider Killer, là, je sais pas trop, là, les robots pour tuer Spider-Man. Fait que là, il fait de la prison. Puis c'est lui qui est en prison comme quasiment toute la BD. Puis c'est super intéressant parce qu'évidemment, il est en prison avec Norman Osborn parce que dans ce qu'on a lu, Norman Osborn se fait arrêter dans les années 60. Fait que, en tout cas, c'est un beau bonus pour ceux qui ont aimé ce Spider-Man Life Story. J'ai l'impression que cet univers-là va revenir à un moment donné. Tu sais, on se disait, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait Holman Logan qui avait marqué beaucoup aussi les lecteurs de l'époque. Puis le personnage Holman Logan est revenu par la suite dans la continuité actuelle de Spider-Man. En tout cas, son personnage, là, pas l'univers au complet, mais son personnage est revenu à notre époque. J'ai l'impression que c'est le genre d'univers qu'on va réexplorer éventuellement. Ben, ça serait full intéressant avec d'autres personnages aussi, je trouve. Il y a une série Fantastic Four Life Story. Ah ouais. Mais je sais pas si ça se passe. Est-ce que c'est un autre univers ou est-ce que c'est le même genre? C'est ça. Puis là, on voit le côté Fantastic Four. Je sais même pas c'est qui l'écrit. Ça, c'est un moment intense, là, quand que Parker puis Reed Richards disparaissent. Et tabarnak, tu veux jamais te faire dire une affaire de même, là? Chris, non, mais en même temps, c'est que ça fit, là, qui devient un vieil ermite que tout le monde a dompé, genre. Ta femme t'a laissé pour l'homme poisson. Ouais, c'est ça. Moi, ça me rappelle quelque chose, parce que je trouve ça très cool comme si ça devient un courant puis qu'il le fasse pour plein d'autres personnages. Daredevil, Life Story, Hulk, Life Story, etc. X-Men serait le fun. Mais ça me rappelle en fait quelque chose que je n'ai jamais lu et que je veux lire depuis toujours, qui est Jeff Loeb et Tim Sale ont fait des genres de one-shot qui étaient Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, puis Hulk Grey, je crois. Je pense. Et je sais pas s'il y en a un autre. Je pense qu'on a lu Spider-Man Blue dans le Corps des Mystérieux, mais moi, j'ai déjà lu, en tout cas. C'est ça. Mais bref, ben ça, c'est plus axé sur vraiment les origines. De mémoire, exact. C'est ça. Mais tu sais, on s'entend que c'est le genre de one-shot qui vivent un peu dans leur propre catégorie que j'aime bien. Mais c'est ça. Puis comme vous dites, tu sais, vu que c'est quelque chose qui vit dans son monde, ça aurait été bien, je pense, de prendre un artiste plus, tu sais, moins comic book normal, plus artistiquement, tu sais, composé graphiquement différemment. Tu sais, changé, mettons. Ouais. Genre, garder Bagley pour le numéro des années 90. Exact. Exact. Ça aurait été parfait. Ça aurait été brillant. Puis tu prends justement un vieux de la vieille pour faire les années 60, puis c'est dessiné dans ce style-là. Début 2000, tu sais, c'est comme John Romita Jr., mettons. Il ramène à la vie Michael Turner. Ah ouais, il travaille, tabarnak. Ouais. Mais non, je comprends. Je pense que... Moi, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais trippé sur, je pense, la série de cartes de Spider-Man de 94 qui avait été illustrée en intégralité par Mike Bagley. Puis je comprends la critique qu'ils ont fait par rapport à son dessin, mais j'aime son Spider-Man. Ouais. Son Spider-Man classique dans le suit, ça fait pas de sens au niveau anatomique, là, surtout sa face, là. Spider-Man a un plus gros nez que moi, là, ce qui est absolument infaisable là, pour l'anatomie humaine. Mais il fait un beau Spider-Man dans son costume. Il fait un très beau Scarlet Spider. Mais je comprends la critique. Puis le problème, c'est pas ça, parce que quand j'ai commencé à lire du comic book, quand j'étais super jeune, McFarlane venait de quitter
Spider-Man. Il faisait maintenant... il allait faire Spawn. Ouais. J'étais à la fin de la run de Eric Larson. Puis moi, je tripais au bout sur Eric Larson, qui a fait Dragon par la suite. Et là, Mark Bagley est arrivé, puis je le trouvais hot, là. Genre, c'était une run avec lui, puis Venom, puis c'était comme super intense. On y doit Maximum Carnage. C'est pas mal tout lui. Moi, c'est les premières BD que j'ai lues de Spider-Man. Là. C'était l'étonnant Spider-Man, puis c'était ça. Là. Exact, traduit en québécois. Venom, Carnage contre Spider-Man. Moi, c'est Smoke and the Mirrors, un des classiques de la clone saga, où est-ce que là, on sait plus c'est quel le clone, puis c'est qui le vrai, puis... Puis bref... C'était un style que je trouve qui collait super bien à l'époque. Le problème, c'est que, justement, on est une couple de décennies plus tard. Fait que de revenir à ce style-là, puis que, tu sais, Bagley, il n'y a aucun concept de... Et c'est violent ce que je vais dire. C'est qu'on dirait qu'il place des mannequins sur un set. T'sais, on dirait pas que c'est des humains qui vivent. Juste dans leur gestuelle ou dans leurs vêtements ou dans... si tu vas dans un bureau, là, ça va être un bureau flat avec une plante générique puis genre un cadre qui a genre une montagne dessus. Il y a pas de... personnalité dans ce qu'il fait, puis c'est dommage, mais ça, c'est dû aussi à... la répétition, un moment donné, il y a ses codes, puis il fait tout le temps un peu la même affaire, puis en 90, c'était malade. En 2020, ça passe moins bien pour moi. On peut-tu dire, là, occasion de manquer de mettre le meme de Spider-Man derrière un bureau? Oui. Il avait l'opportunité, là, un 6 numéros. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Jadis, on était habitué à des trades de 6 numéros, puis c'était relativement abordable. Et là, je ne sais pas si ça avait marqué, dans les dernières années, ça a réduit de 5 à 4. Et là, je regardais pour le 6 parce que j'ai tellement aimé la série que je voulais me l'acheter en trade. C'est 34$. C'est 34$ pour US? 6. Non, canadien. Mais quand même, il y a eu une époque, c'était 20 cucs pour 6. Un trade dans l'époque, là, un classique trade, c'était 6 numéros. Ils ont réduit ça à 4, à 5, puis après, maintenant, c'est rendu à 4. Fait que là, j'ai fait comme, attends, c'est un oversize? C'est-tu plus gros? Non, c'est juste 6 numéros, mais c'est 34$ pour tes 6 numéros dans un trade. C'est quoi, tu veux pas payer les artistes, man? Hey, tabarnak, trouve pas commence que pas ça. ça. Je suis justement tes hosties de spio, là. Ouais, non, c'est ça. Malheureusement, je je trouve ça pense pas que c'est Mark Bagley qui se fait une plus grosse cote. Non, malheureusement. non. Ouais, Ça, en tout cas, s'il s'est fait donner une plus grosse cote, ça paraît pas. Bon. Jake, justement, de Mark Bagley qui est là. Ben oui, c'est ça. Un jour, je vais le rencontrer d'un Comic-Con. Vous allez ressortir ça. Je vais l'avoir honte. Hey, Mais... talk shit about me on the Mysterious Étonnant. Tabarnak. Est-ce qu'on a de quoi rajouter sur la série? À lire, j'imagine? On le suggère. Oui. À lire si vous recommande êtes quand même familier avec l'univers de Spider-Man. Ouais, vous n'êtes pas obligé de connaître tout. Non, mais... parce que moi, je les ai pas... Tu sais, One More Day, je sais ce qui est arrivé, je l'ai pas lu. Tu sais, il y a plein d'affaires. La run où Dr. Octopus remplace Spider-Man, je l'ai pas lu. Tu sais, je sais que c'est des choses qui sont arrivées. Je n'ai entendu parler, mais j'ai pas tout lu ça. Puis j'ai trouvé mon compte pareil. Là, fait que... Mais tu sais, ça aide d'être familier, mettons, avec ce qui est arrivé chez Marvel. Parfait. Hey, on va se laisser là-dessus. Merci, les gars. Je sais que Laurent et Simon s'en vont pendant un petit bout, là, en vacances, I guess. C'est quoi, vous partez à l'autre... vacances. Bon, ben mérité. Ensemble, Écoute, on s'en va dans une retraite. Ensemble? Ensemble, ouais. Oui, dans un petit chalet, pas personne alentour, là. On va vivre des aventures. Génial. Faites du moche puis tout. De façon responsable, bien sûr. Faites attention à vous autres à la maison. Allez vous faire vacciner si vous n'avez pas eu l'occasion. C'est super important pour vous et pour les autres. Petite mise à jour concernant le show illégal qu'on voulait faire dans un parc. Je pense que j'ai trouvé comment. Fait que ça risque de se faire. Si les gars sont partants, on se mettra une petite laine. Il risque de faire peut-être froid plus en septembre. Je verrai ça plus en septembre, peut-être vers la fin de Mais pourquoi ça serait illégal? Parce que théoriquement, c'est un show, puis... Mais tu sais, personne qui va nous arrêter pour ça. Là. On parle de comic book, là, tu sais. On va être d'un parc, tu sais.
Ah, puis si on se fait arrêter, ça va être le meilleur show. Là. Oui, exactement. Ben oui, ça va être punk, man. Ah ouais, là, vous allez le voir, le Raphaël Rebelle. Ah ouais. Swallow! Ce que Jake voulait faire ce que Jake voulait faire au live de Valleyfield, là, exact. Là, on va pouvoir le faire pour lui. Oh, oui, OK. Non, Ce qu'il voulait faire, pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait, non, c'est ça. On va... Ouais, j'étais pas assez C'était pas là mon pour meilleur comprendre. moment. Non, en tout cas. Mais on s'en parle, là. Quand il y aura une annonce officielle, tout le monde est à l'aise avec ça, on fera une annonce dans le cadre de l'émission, puis aussi sur nos différents médias sociaux. Fait qu'on se reparle bientôt. Je sais pas comment finir le show, esti. On s'en reparle Problème de bientôt. fil. On a hâte de vous voir. Problème de fil. Merci Des d'être pertes. à l'écoute. Des pertes. Moi, non. Ah oui, attends. Sors ton gun, Laurent. Sors ton gun. Et voilà. OK. OK. Bye. Bye-bye tout le monde.